j'ai demandé donc à Johan, qui a accepté, s'il voulait bien, donc au fond, présenter le livre. Donc c'est d'abord Johan qui va prendre la parole, présenter le livre, et puis donc Philippe et Sébastien qui vont répondre et puis animer la discussion. Le principe étant celui-là, on verra si ça fonctionne, on verra si c'est satisfaisant, pour le reconduire les fois d'après. La date du prochain séminaire n'est pas fixée, et les personnes sollicitées ne sont pas encore retenues, mais tout ça ne saurait tarder dès qu'on aura quelques idées. Voilà, j'ai dit l'essentiel, et donc j'ai dit quand même le thème, même si vous l'avez vu. Il s'agit donc de discuter de l'ouvrage qui est sorti cette année aux presses de Sciences Po et qui s'appelle donc L'État sous pression, l'interdiction donc des gaz de schiste. Johan, tu as la parole. On a jusqu'à 4h, 16h donc. Je vous laisse là aussi vous organiser, sachant qu'il faut aussi qu'il y ait du temps de discussion. À vous de voir. Il faut qu'ils aient un peu de temps. Oui, il ne faut pas que tu occupes tout le temps de parole jusqu'à 16h. Ok, donc merci Olivier. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Merci Olivier, donc merci aux organisateurs et à l'organisatrice de m'avoir donné l'occasion donc de rencontrer les membres de mon laboratoire de recherche et de me donner l'occasion aussi de gratuitement lire un livre qui a été très intéressant et très riche. Et avec un exercice expérimental, donc c'est toujours intéressant, même si j'ai un peu peur quand même de l'expérimentation et de l'expérience, mais je vais essayer quand même de être à la hauteur. Alors, je vais commencer par présenter donc ces livres-là, L'État sous pression, donc une enquête sur les gaz de schiste ou l'interdiction du gaz de schiste en France. Après, je vais donc poser quelques questions, faire quelques commentaires aux auteurs, et bien entendu, je vous demande déjà pardon d'avance pour sans doute des interprétations ou la mauvaise lecture que j'ai pu faire de votre livre. Alors, les livres donc de Philippe Zitoun et Sébastien Chaillet commencent par une énigme, chose que j'ai beaucoup aimée. Ça commence toujours par une énigme un peu mystérieuse. Et celle-là, elle est bien présentée. Donc, ils disent comment expliquer que dans un pays, la France, sous les mêmes mandats donc, du gouvernement Sarkozy, on est sur un dossier précis de changement de décision en très peu de temps. C'est-à-dire, en quelques mois, on va autoriser l'exploration du gaz de schiste. Quelques mois après, on va la suspendre. Quelques mois après, on va l'interdire. Et quelques mois après, on va revenir sur la décision sans changer de décision, mais on va voir que les responsables politiques ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'eux-mêmes ont décidé de faire. Donc, ils se posent la question, comment comprendre une décision publique qui change en quelques mois sous les mêmes gouvernements? C'est une très bonne question. Ensuite, ils reviennent vers les impasses épistémologiques qu'ils trouvent dans les écrits des auteurs qui se sont occupés de cette question, qui ont travaillé sur les gaz de schiste, sur l'autorisation ou sur l'interdiction du gaz de schiste dans d'autres contextes nationaux. Et donc, ils présentent quelles sont les impasses épistémologiques qu'ils identifient dans ces travaux-là. Je ne sais pas si je vais les détailler, mais je fais vite. Ils identifient quatre approches théoriques qui ont été utilisées ou mobilisées pour comprendre les problèmes qui se posent. Donc, il y a les approches par groupe d'intérêt, donc les auteurs qui vont travailler sur quel a été le rôle des groupes d'intérêt pour participer à la décision d'interdire ou d'autoriser les gaz de schiste. En gros, les grands industriels donc, qui sont liés à ce type de produits auraient fait pression ou, quand ils réussissent à faire pression, on verrait une autorisation de l'exploration. Et à l'inverse, quand ils n'arrivent pas forcément à faire pression, on voit une interdiction du gaz de schiste. Il se pose la question, comment comprendre à nouveau une décision instable en France en quelques mois? On autorise, on interdit, et on se pose la question si on va réautoriser. En sachant que les grands industriels ont toujours fait pression au gouvernement français. Donc la logique du groupe d'intérêt qui s'est réagissante, visiblement ça ne marche pas dans un contexte instable, des décisions instables. Ensuite, ils vont repérer des travaux en sociologie des problèmes publics, donc qui assument ou qui font l'hypothèse que c'est la publicisation du problème, l'entrée du problème dans l'agenda gouvernemental, qui expliquerait justement la forme ou la décision qu'on va prendre. Ils disent que ce n'est pas tout à fait ça. Effectivement, il faut que les problèmes soient publics, ils rentrent dans les arènes gouvernementales. Mais ce n'est pas pour autant, ce type d'approche n'explique pas la décision qu'on va prendre. Une chose, c'est la mise en forme du problème, et autre chose, c'est la mise en forme de la solution. Et ce n'est pas exactement la même chose. Il n'y a pas une relation mécaniciste entre les deux moments. Donc, ils disent, ces approches-là ne permettent pas de comprendre la solution, encore une fois, instable, qu'on va observer en France. Après, une approche plus classique de l'analyse des coalitions des causes des Sabatier, et ils vont se dire, bon, cette approche théorique est basée sur la notion des croyances, pardon, la notion des croyances. Ces croyances-là
donc expliquerait justement la décision publique, c'est-à-dire que les décideurs auraient des croyances fortes, un noyau dur des croyances, qui expliquerait le fait qu'ils aient interdit ou autorisé les gaz de schiste. Pareil, l'instabilité du cas français, justement, met en cause l'existence des croyances qui seraient solides et qui seraient durables dans les temps. Donc ça serait un cadre d'analyse qui permettrait pas forcément de rendre compte du problème qui se pose. Et pour finir, les approches en termes de cadrage, ça serait les types de cadrage qu'on a élaborés, ce qui expliquerait les types de décisions qu'on va prendre. À nouveau, l'instabilité du cas français pose la question, pourquoi plusieurs cadrages ou plusieurs solutions différentes en quelques mois? Autrement dit, comment on peut comprendre qu'un même cadrage donne comme résultat, ou est comme résultat, plusieurs solutions contradictoires? C'est là où ils proposent leur cadre théorique, et là c'est le premier chapitre que je trouve très très bien détaillé, très bien écrit, très riche, notamment pour quelqu'un comme moi qui ne connaissait pas du tout ce type d'approche. Donc ils vont définir, ou ils vont décider de prendre une approche qu'ils définissent comme pragmatique, pas pragmatisme mais pragmatique si j'ai bien compris, qui serait opposée à des approches causalistes et déterministes. Et donc ils proposent une approche basée sur, ou qu'ils nomment conséquentialiste, et autre chose que j'ai oublié. Je vais venir... Conséquentialiste, vous pouvez m'aider les auteurs? Bon, enfin, une approche conséquentialiste qui serait opposée à une approche causaliste qui cherche des causes et déterministe. Je vais revenir sur ces notions qui sont un peu complexes. Dans cette approche pragmatique, ce qu'ils proposent, c'est quelque chose de très intéressant au niveau méthodologique, ils disent, on ne peut pas présupposer les causes qui ont amené à cette décision instable, il faut se placer du point de vue des acteurs en train d'agir. Il faut se placer à ces moments-là pour comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est une approche qui se positionne à côté ou dans la tête des acteurs en train d'agir. Pas a posteriori, pas avant, mais pendant l'action. Et en plus, ils disent, les énoncés, donc la mise en forme du problème et la mise en forme des solutions, ne sont pas donnés en dehors des arènes où ces solutions et ces problèmes sont posés. C'est-à-dire les arènes elles-mêmes, les espaces sociaux où on produit ces énoncés, ont une structure qui a une influence, qui a des effets sur les types d'énoncés qu'on peut proposer ou pas proposer. Donc ils vont se donner pour ambition ou pour objet du livre d'analyser les arènes, les différentes arènes où on a élaboré les énoncés sur les gaz de schiste. Et ils vont démontrer que ces énoncés évoluent au gré des caractéristiques ou des propriétés des arènes étudiées. J'espère que là je suis bon sur les cadres méthodologiques. Et du coup, dans cette approche pragmatique, ils vont travailler sur trois espaces qu'ils nomment donc forum public, atrium hermétique et arène discrète. Et en fonction des caractéristiques différentes de ces trois types d'espaces qu'ils définissent très bien dans les premiers chapitres, vous pouvez les lire, ils vont dire, on va comprendre pourquoi ces énoncés instables, c'est-à-dire on passe d'une autorisation d'exploration à une suspension et à une interdiction. Les mêmes gouvernements en quelques mois changent 3 fois les décisions. Après, on a 5 très beaux chapitres où ils vont explorer chacune des séquences politiques qui concernent justement cette histoire qu'ils sont en train d'étudier. 5 séquences donc qui commencent en mars 2010 et qui se terminent en gros en juillet 2013. Mars 2010, juillet 2013. Donc dans les chapitres numéro 2, ils vont commencer par la première séquence qui est la séquence d'autorisation de l'exploration du gaz de schiste en France. C'est-à-dire, il y a des compagnies qui vont demander les permis pour explorer les sous-sols français pour identifier les possibilités d'exploitation du gaz de schiste. Et il y a un bureau du ministère de l'écologie qui va donner les autorisations, les permis d'exploration. Donc il y a une première décision favorable à ce type d'exploitation. Ils expliquent, et là c'est là où ils se penchent sur quel type d'arène a donné ces autorisations-là, et ils expliquent que c'est un bureau du ministère de l'écologie. Et là ils vont rentrer dans des explications organisationnelles pour rendre compte de pourquoi on a pu donner ces autorisations. Ils vont dire que les ministères ou les directions où ces bureaux étant créés, c'est un espace social segmenté. C'est-à-dire chaque bureau a ses compétences, ses juridictions, et il n'en sort pas. Une fois qu'un bureau s'approprie d'un dossier, d'un problème, d'un énoncé, il va les retraduire en fonction de sa juridiction. En l'occurrence, on travaille sur un bureau qui est composé des géologues pétroliers, avec des compétences techniques, et qui vont limiter les problèmes, si vous voulez, du gaz de schiste à des questions réglementaires. Est-ce que les codes des mines autorisent ce type de pratiques? Est-ce que ça correspond au code des mines? Donc c'est la seule chose qu'ils vont regarder, et ils parlent, et j'ai trouvé très intéressant comme concept, des cécités organisationnelles. C'est-à-dire, cette segmentation implique une cécité par rapport aux problèmes que les gaz de schiste pourraient poser. On ne voit que les questions réglementaires, et on oublie toutes les autres questions.
Donc c'est à partir de ça qu'ils expliquent, de cette arène, qu'on puisse autoriser les gaz de schiste. Ils parlent aussi, ça c'est très intéressant, des grands ONG qui ne sont pas réactifs à ces moments sur la question du gaz de schiste. Et ils expliquent, à nouveau par des logiques organisationnelles, que les grands ONG établissent l'agenda de travail en amont et quelques années, enfin, à moyen terme. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas réactives sur les courts termes parce qu'elles travaillent sur des agendas qui sont définis 2 ou 3 ans à l'avance. De ces faits-là, elles ne vont pas réagir tout de suite à ces dossiers qui arrivent un peu impromptus dans les tiroirs du ministère de l'écologie. Dans les 3e chapitres, on s'en va, donc on était en mars 2010, on arrive à décembre 2010. Donc vous voyez, juste quelques mois après l'autorisation. Et là, ils expliquent que le problème du gaz de schiste, qui était un problème confiné dans un bureau d'un ministère, il va arriver dans les forums médiatiques. Il y a quelques journalistes qui commencent à s'emparer du dossier et commencent à énoncer autrement, comme disent les auteurs, à chaîner autrement les énoncés. Et là, le gaz de schiste n'est pas seulement un problème réglementaire, on n'est plus un problème réglementaire, mais ça devient un problème environnemental. C'est la première fois qu'on énonce les gaz de schiste comme étant un problème environnemental. Ils expliquent, et donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'il y a des premiers articles d'Hervé Kempf, donc qui est un journaliste au Monde, de la rubrique environnement, et c'est justement son appartenance à cette rubrique dans un journal où la rédaction est organisée par thème, qui va expliquer pourquoi les gaz de schiste est chaîné à la question environnementale. Là, c'est le travail d'Hervé Kempf de faire ou de soulever des problèmes environnementaux sur des questions d'actualité. Après, il y a d'autres journalistes qui vont s'emparer du problème. Et là, c'est un autre type de journalistes, et ça m'intéresse particulièrement, c'est les propriétés des journalistes, les propriétés sociales des journalistes qui peuvent expliquer certaines choses. Ils vont dire qu'il s'agit de 2 journalistes d'investigation. Donc, ce n'est plus des journalistes qui travaillent dans une rédaction d'un grand quotidien national, mais c'est des journalistes freelance qui sont des journalistes d'investigation, donc qui font des longues enquêtes, qui vont travailler un dossier pendant des mois et des mois pour sortir une histoire qui serait intéressante pour les médias d'investigation. Ces des journalistes en question sont en même temps des militants souvent des questions environnementales et des santé. Ces propriétés sociales expliquent la façon dans laquelle ils vont chaîner à nouveau l'énoncé du gaz de schiste en rajoutant au problème environnemental un problème de santé des populations au niveau local. Donc le problème n'est pas qu'environnemental, c'est aussi un problème de santé publique au niveau local. Ça concerne les populations locales. D'après les auteurs, cette façon de déchaîner, d'énoncer, de mettre en forme les problèmes est une façon pour ces militants journalistes de se donner les chances de pouvoir mobiliser la société civile sur un dossier qu'ils considèrent important. Donc la façon d'énoncer les problèmes est aussi, et moi je l'ai lu comme ça, une façon stratégique de faire mobiliser d'autres acteurs pour rallier d'autres acteurs à la cause de ces journalistes militants. Alors, j'en arrive au chapitre 4, et là on est entre janvier et mars 2011. Janvier-mars 2011, donc début de l'année 2011, où on sort du forum, excusez-moi, j'ai oublié, dans ces travaux militants des journalistes d'investigation, il y a des pouvoirs locaux, des conseils municipaux, des conseils départementaux, des conseils régionaux, qui vont se rallier à la cause du fait que cet énoncé des populations locales, c'est-à-dire d'un risque pour la santé locale des populations, va rallier ces nouveaux acteurs. Donc la coalition va aussi voir dans sa composition ces pouvoirs locaux qui vont participer, qui vont s'emparer du dossier du gaz de schiste. Donc là, chapitre 4, on arrive à janvier-mars 2011. Et là, on sort du forum médiatique et du forum politique local, et on y rajoute, on arrive aux arènes gouvernementales. Donc il y a une mobilisation locale en France, dans plusieurs localités, qui commence à parler du gaz de schiste comme un problème environnemental et un problème de santé publique. Le gouvernement va d'abord s'emparer de l'énoncé, de ces nouvelles énoncés, en essayant de domestiquer les problèmes, d'après les auteurs. C'est à nouveau les bureaux donc du ministère de l'écologie qui avaient donné les autorisations, qui va essayer de domestiquer les problèmes, c'est-à-dire d'endormir la bête, en disant que, en fait, c'est pas un vrai problème en France, parce que les problèmes qui sont posés aux États-Unis avec l'exploitation du gaz de schiste, qui a été visibilisé par un film qui s'appelle Gasland, c'est ça? Donc c'est vraiment lié aux petites compagnies, aux petites entreprises américaines qui ont fait les travaux, c'est-à-dire des petites entreprises qui ne sont pas forcément compétentes, et c'est à cause de cette incompétence qu'on a trouvé les problèmes qui sont publicisés dans les films Gasland. Donc ils essaient de domestiquer les problèmes en disant qu'en France, ce n'est pas le cas. En France, on a des grandes entreprises très compétentes, avec beaucoup de compétences techniques, et du coup les problèmes ne vont pas forcément se poser. Cette domestication du problème ne tient pas forcément la route, justement parce que la mobilisation locale et médiatique extrêmement forte.
d'après les auteurs, les forums médiatiques et les forums des pouvoirs locaux, est très attentif et très présent et ne permet pas d'accepter ce type de domestication, ce type d'énoncé. Face à cette réalité, on a une... Attendez une seconde. Ah oui, c'est là. Donc, face à cette réalité, c'est-à-dire une tentative de domestication qui ne marche pas forcément, la ministre de l'écologie de l'époque verrait l'occasion, dans un moment de lutte juridictionnelle avec les ministères de l'industrie, de s'approprier les questions d'énergie. Mais pour pouvoir, ou un moment où le président est en train de décider où les questions d'énergie vont être attribuées, à quel ministère elles vont être attribuées. Donc c'est NMK, c'est ça la ministre de l'écologie de l'époque, qui va essayer d'échaîner les problèmes du gaz de schiste à nouveau comme un problème environnemental, de sorte à pouvoir mettre les questions d'énergie dans la juridiction du ministère de l'écologie, qui sont ministériels. Du coup, à nouveau, l'énoncé est chaîné comme un problème environnemental. Les gaz de schiste redevient un problème environnemental pour des questions, des juridictions entre ministères. On arrive donc au chapitre numéro 5, avant-dernier chapitre, de cette énigme. On est entre mars et juillet 2011. Et là, on est à un moment où le gouvernement s'est emparé de l'enchaînement fait par la ministre de l'écologie et a décidé de suspendre les permis, les autorisations qui avaient été données aux industriels. Et là, on arrive à la phase qui va de la suspension à l'interdiction du gaz de schiste. Donc, on est entre mars 2011 et juillet 2011. Là, il y a deux éléments qui sont importants. Tout d'abord, à l'Assemblée nationale, nous avons le président du groupe de l'UMP, donc le président de la majorité présidentielle, Christian Jacob, qui est élu, comme vous savez, en France, il y a un ancrage local de la représentation nationale, et Christian Jacob est élu dans la circonscription ou dans le département de la Seine-et-Marne. Les problèmes du gaz de schiste explosent localement dans sa circonscription à lui. Est-ce qu'il y pose un certain nombre de problèmes en tant qu'élu local et dans sa circonscription, électorale. En même temps, il y a des élections cantonales qui approchent, des élections cantonales où les partis d'opposition s'emparent du problème du gaz de schiste et en font un thème de campagne pour les élections cantonales. Christian Jacob considère qu'il ne peut pas laisser faire l'opposition s'emparer de ces dossiers, d'autant plus que c'est explosé dans sa circonscription. Il décide de s'emparer du dossier du gaz de schiste. Exactement. Donc là, on est au moment de la suspension. Les forums médiatiques et les forums donc civiques sont toujours très actifs et commencent à voir dans la stratégie du gouvernement de suspension des autorisations une stratégie d'endormissement du problème. Ils disent, ils ont suspendu en attendant qu'un rapport d'experts dise jusqu'à quel point les gaz de schiste est dangereux ou pas. Donc, dans les médias, on commence à dire, les forums médiatiques, que cette stratégie est juste une stratégie de divertissement pour autoriser dans quelques mois, après les élections, les gaz de schiste. Donc, il y a cette pression médiatique qui est toujours présente. Les élections cantonales arrivent. L'UMP perd les élections cantonales. Et le Premier ministre François Fillon est extrêmement fragilisé à cause de cette perte des élections cantonales. Vous avez donc le président du groupe à l'Assemblée nationale de l'UMP, Christian Jacob, qui est enquiquiné par l'explosion du gaz de schiste, enfin du problème des gaz de schiste dans sa circonscription. Vous avez des élections cantonales qui ont été perdues et un Premier ministre qui est fragilisé à cause de cette perte des élections. L'opposition voit dans cette situation une possibilité de faire émerger les fragilités de la majorité et du Premier ministre. C'est-à-dire, on peut pointer qu'il y a des contradictions entre la position du gouvernement, de jouer cette carte de la suspension des autorisations, et Christian Jacob, qui est enquiquiné par les dossiers, qui serait susceptible de vouloir l'interdiction du gaz de schiste. Donc, qu'est-ce que fait l'opposition socialiste? Elle fait une proposition de loi pour proposer l'interdiction. Donc là, on passe à une nouvelle étape de l'enchaînement du problème, de l'énoncé du problème, qui est pour la première fois, il faut interdire les gaz de schiste. Il ne faut pas attendre les rapports des experts, il faut l'interdire. Forcément, une proposition de loi à l'Assemblée nationale, comme les auteurs l'expliquent très bien, oblige la majorité à se positionner. On ne peut pas juste laisser les dossiers à l'opposition, il faut se positionner. Et Christian Jacob, qui est plutôt favorable à ces dossiers, François Fillon, qui est fragilisé et dont la majorité de son parti l'accuse de ne pas être à l'écoute des députés de l'Assemblée nationale, décide de se joindre à la cause de Christian Jacob, qui est de faire une proposition de loi pour interdire les gaz de schiste en France.
Donc le Premier ministre français va se rallier à la cause, à cause de sa position de fragilité du monde. J'arrive au dernier chapitre, donc entre janvier 2012 et juillet 2013, donc vous avez un nouveau gouvernement, le gouvernement Hollande, un gouvernement socialiste. Et là, un dossier qui avait l'air d'être clôturé, d'être fermé, c'est-à-dire on a créé une loi en juillet 2011 qui interdit l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste en France. La nouvelle majorité socialiste, à travers les ministres du redressement productif, Arnaud Montebourg, décide de réouvrir les débats. À ce moment-là, nous avons donc dans l'arène gouvernementale un problème de montée du prix des énergies fossiles. Donc le ministre du redressement productif s'est dit les gaz de schiste est une énergie beaucoup moins chère que les énergies fossiles classiques, on pourrait la réutiliser pour favoriser la croissance économique, les redressements productifs de la France. Donc ça c'est la position du ministre du redressement productif. Les premiers ministres de l'époque et les présidents ne sont pas forcément contre l'ouverture de ces débats. Les auteurs viennent expliquer que ce débat ne va pas avoir lieu, c'est-à-dire qu'il va être assez vite clôturé, à travers des processus particuliers. Tout d'abord, il y a la ministre de l'écologie, donc Delphine Batho, qui, à l'époque, évidemment, c'est une ministre, comme ils expliquent, qui est une ministre fragilisée ou moins forte qu'Arnaud Montebourg dans les champs du pouvoir gouvernemental. Et donc, elle va développer tout un tas de stratégies pour essayer de convaincre les présidents et de renforcer sa position. Donc, elle va chaîner à nouveau les problèmes du gaz de schiste avec un problème environnemental. Le gaz de schiste est avant tout un problème environnemental et ce n'est pas qu'un problème économique, comme Arnaud Montebourg est en train d'écarrer, déchaîner les problèmes. Et elle avertit les présidents et les premiers ministres des risques politiques de réouvrir ces débats. Comme je vous disais, les forums médiatiques et les forums citoyens sont toujours très actifs, très vigilants à la moindre brèche qui serait portée par quelqu'un pour essayer d'affaiblir la législation sur l'interdiction du gaz de schiste. Donc cette pression médiatique et citoyenne est toujours présente, et donc la ministre va prévenir les présidents qu'il a un fort risque politique de perdre la légitimité politique si on ouvre à nouveau ces dossiers du gaz de schiste. Visiblement, le président donc va écouter la ministre de l'écologie et va décider de clôturer ces débats. Avant ça, la ministre donc Batho, si j'ai bien compris, elle va faire, je trouve, un coup politique magistral qui consiste à annoncer aux médias quelle est la position du gouvernement sans que cette position soit actée. C'est elle qui va annoncer quelque chose qui n'est pas forcément acté en coulisses. Et donc, est-ce qu'il va justement, d'après les auteurs, forcer quelque part la main à la présidence pour dire c'est tout à fait la position du gouvernement par la suite. Et ce qui est une stratégie en politique d'ailleurs qui est assez classique. Les débats, donc, à partir de ce moment, d'après les auteurs, est clôturé pour l'instant et l'énoncé est resté les gaz de schiste, il est interdit parce que ça pose des problèmes environnementaux. Donc les autres énoncés ont disparu pour l'instant du débat public. Il conclut donc l'ouvrage avec plusieurs conclusions, je ne sais pas si je vais les voir toutes, mais certaines qui m'ont particulièrement intéressé. Ils vont commencer par dire, en s'inspirant donc d'un auteur qui s'appelle David Easton, ils vont dire que gouverner serait plutôt l'art de résister aux pressions et à garder un certain ordre politique. C'est-à-dire que quand on gouverne, gouverner, ce n'est pas donner des solutions à des problèmes qui existeraient, c'est plutôt essayer d'apaiser ou de résister aux pressions qui sont exercées de l'extérieur envers les arènes exécutives et législatives. Et quelque part, il s'agit de garder un certain ordre politique, c'est ça, gouverner. Une conclusion que je trouve particulièrement intéressante. Ils disent autre chose qui les tient à cœur, je pense. Ce n'est pas les rapports des forces uniquement qui jouent dans les types de décisions qui sont prises, mais ce sont les rapports des sens qui jouent un rôle très important. Ce n'est pas juste parce qu'on a une pression qu'on va agir. On va prendre une décision si on est capable d'élier ou gagner la bataille du sens. C'est-à-dire si les sens qu'on donne à notre action permet justement cet apaisement, ces retours de l'ordre politique. Donc ils insistent beaucoup sur cette bataille du sens et sur la capacité à donner du sens, donc de travailler les énoncés, d'élaborer les énoncés, comme étant la clé de la décision qu'on va prendre en politique. Il parle de quelque chose, et ça je vais revenir lors de la discussion, qu'il faut quand même lier tous ces processus au système politique. Ce que je viens de décrire, ça se passe dans un système politique précis, notamment en France, qui a ses particularités et ses propriétés. Et donc il faut lier tous ces processus, cette évolution des énoncés, à un système politique particulier, en l'occurrence le système politique français. Je vais vous expliquer l'ancrage local des députés, qui est une caractéristique du système politique français, a des effets sur la façon dans laquelle les énoncés vont évoluer en France. Christian Jacob. Et finalement, et ça m'intéressait encore plus,
il parle de l'interdépendance des espaces. Il dit les forums publics, les arènes gouvernementales, les forums médiatiques, en fait, ils ont tous des effets les uns sur les autres. Donc, quand on étudie une séquence politique, une politique publique, il faut avoir en tête qu'il y a différents espaces du monde social qui interagissent dans la production de cette politique publique ou de cette décision publique. Ils finissent donc pour insister sur, il y a des luttes des pouvoirs, il y a des rapports des forces, mais surtout, et ce qui est important et ce qu'il faut être compris, c'est les rapports des sens qui sont liés à ces rapports des forces. Rapport des sens, rapport des forces, rapport des pouvoirs, rapport des significations, sont la clé de la compréhension de la séquence qu'on vient d'exposer. Alors, je vais en finir là. Les auteurs vont revenir sans doute sur des choses que j'ai pu dire plus ou moins bien, en sachant qu'effectivement, il y a des difficultés, j'ai trouvé, et en même temps des intérêts. C'est de lire un ouvrage avec une approche pragmatique que je ne maîtrise absolument pas, et qui n'est pas du tout mon approche théorique, et s'efforcer de rentrer dans cette approche, qui est un jargon, qui est un vocabulaire théorique, qui est tout à fait différent des approches auxquelles je suis habitué, et justement, qui m'ont questionné sur mes propres travaux, et c'est là-dessus que je vais axer ma discussion. Et qui pose des questions sur mes approches plus structurelles, si vous voulez, plus bourdieusiennes, mais pas que, mais en tout cas qui tiennent compte beaucoup plus, pas forcément, mais qui tiennent compte davantage des structures sociales qui structurent une réalité X ou Y. Alors déjà, je vous le disais, c'est un livre qui a été un plaisir, une lecture plaisante. Je trouve qu'il est très riche. Je trouve que vous mobilisez des matériaux qui sont très difficiles à mobiliser, notamment tout ce qui est documents du gouvernement, des lettres internes, des lettres de la ministre. Ça, c'est extraordinaire. On n'a pas souvent des sources premièrement dans les ouvrages. Et ça, c'était très intéressant. Vous m'avez fait beaucoup réfléchir sur les rôles des arènes, les énoncés, etc. Mais bon, vous m'avez fait réfléchir, mais comme j'ai réfléchi, je vais venir donc aux questions. Alors, vous commencez les livres en disant qu'en fait, votre problématique scientifique, c'est les changements de la politique publique. Alors, un thème classique en sciences politiques. Et pourtant, et deux choses peut-être là-dessus. La première, vous dites que c'est quand même exceptionnel. Il y a eu un changement, c'est extraordinaire. Il y a une instabilité de la décision publique. Et moi, je ne vois pas l'exceptionnalité du changement dans la décision publique parce que je trouve que c'est plutôt la norme. Évidemment, j'ai plein d'exemples en tête où on dit quelque chose et on fait les contraires ou même on change de décision au cours des routes. Le gouvernement indépendantiste de Catalogne a passé des années à dire qu'il n'allait jamais négocier avec le gouvernement espagnol. Les premiers jours où il rentre au gouvernement, il négocie avec le gouvernement espagnol. François Hollande, mon ennemi c'est la finance, et puis ça devient son ami. Les exemples sont vraiment multiples. Les masques, Olivier Véran, les masques ça sert à rien, et je reviens sur les masques. Enfin, les changements des décisions en politique publique, je trouve que c'est vraiment très commun. Donc même si j'ai été séduit par l'énigme, je trouve que c'était un peu poussé un peu loin, parce que je trouve que au contraire c'est la norme. Les changements de la décision, parce que c'est un changement de la décision en politique publique en l'occurrence. Je trouve que c'est plutôt normal. Donc du coup, lorsque j'ai lisé les livres, je me disais, mais en fait la problématique c'est pas tout à fait ça. Enfin, c'est pas ce que moi je veux y voir. Moi, ce que je vois, c'est sous quelles conditions l'action collective est capable d'infléchir la décision publique. J'ai vu ça tous les temps. Sous quelles conditions on peut faire ça? Et du coup, c'est une question, forcément, j'ai vu ça parce que c'est la question qui m'intéresse moi, en tant que chercheur. Et donc, en ce sens, je voulais vous demander jusqu'à quel point vous êtes en accord avec cette problématique que moi j'ai vue. Et justement, si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire, est-ce que ça ne serait pas intéressant justement de démultiplier les cas d'études pour théoriser un peu plus ce que vous avez vu? Parce qu'à la fin, on a une certaine théorisation, mais qui ne va pas forcément dans ce sens. Est-ce qu'il y aurait cette possibilité? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce qu'on ne pourrait pas démultiplier les contre-exemples, des exemples qui pourraient nuancer ce que vous avez vu, et justement essayer de théoriser sous quelles conditions, en France, évidemment, sous les systèmes politiques français, on arrive à infléchir la décision publique quand on se mobilise au niveau médiatique, au niveau citoyen. De même, et donc ça fait encore suite, vous mentionnez en conclusion l'importance du système politique. À nouveau, je ne vois pas dans vos conclusions quel est le rôle du système politique pour expliquer ce que vous avez vu. Je les vois dans la description, mais je ne vois pas à la fin, donc comment, sous quelles conditions l'action collective peut infléchir la décision publique dans les systèmes français. Et donc, quelles sont ces particularités du système politique français qui participent, qui ont des effets dans la séquence que vous avez détaillée. Et donc, il n'y a pas forcément de théorisation, en tout cas une volonté de théoriser là-dessus. Et je pense que c'est nécessaire
Parce que souvent on oublie, hein, c'est un ancrage, tout ce que vous venez de voir, ça se passe en France, ça ne se passe pas dans un autre pays. Alors, ça c'est une question plus épistémologique, j'ai envie de dire. Souvent j'étais perdu, et j'ai fait beaucoup d'efforts, sur les statuts épistémologiques que vous donnez aux énoncés. J'ai eu du mal avec ça. Des fois, j'ai l'impression que vous donnez vraiment presque un statut des sujets. Un énoncé, c'est un sujet, c'est-à-dire c'est quelque chose qui agit, qui a des effets sur les individus. Même des fois, vous dites, les énoncés ont réussi à rallier les individus, si j'ai bien compris. Donc, comme si les énoncés faisaient des choses. Donc, ma question, c'était, est-ce que vous pouvez peut-être préciser quel est le statut épistémologique vous donnez aux énoncés, en fait? Parce que pour moi, et ce que moi j'ai vu pendant tous les livres, c'est des gens qui occupent des positions dans des institutions qui sont particulières, qui ont plus ou moins des ressources, qui ont des propriétés sociales, et donc à partir de ça, ils s'approprient de certains énoncés, ce qui est logique. Mais je n'ai pas vu les énoncés s'approprier des gens. Donc, quel est le statut épistémologique des énoncés pour vous? Est-ce que j'ai mal lu ou j'ai mal compris? Et pour finir, peut-être, vous mentionnez donc justement que dans votre séquence, votre problématique, votre objet d'étude, il faut retenir que voilà, il y a les différents forums à Rennes, impactent les uns sur les autres. Hein, c'est très important, les forums médiatiques et prise en compte dans la décision publique inversement. Donc c'est effectivement, et si j'ai bien compris, vous dites, c'est pour ça, même si vous ne le dites pas explicitement, c'est ce que j'ai interprété, c'est pour ça que certaines approches théoriques, notamment la théorie des champs, elles ne seraient pas forcément applicables à ce que nous sommes en train de faire. Et c'est là où j'en viens à mes questions à moi, parce que moi, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu que la théorie des champs n'est pas applicable, j'ai vu la théorie des champs tous les temps. Est-ce que j'ai pas... Donc, par contre, ce que j'ai vu, c'est des questions qui sont posées à la théorie des champs à travers votre étude. Donc, ce n'est pas forcément une invalidation de la théorie des champs, pour moi, c'est des questions à la théorie des champs qui sont posées dans votre étude. Effectivement, vous mettez la variable à temps. La temporalité est au cœur de votre recherche. Effectivement, la théorie des champs, à ma connaissance, a du mal avec les temps. Pourquoi? Parce que c'est une approche qui va fixer la structure d'un champ à un moment T. Donc, il va dire évidemment que les champs sont soumis à des changements, mais sauf que les changements sont difficiles à étudier avec une photo, donc on ne va pas à la mobilité. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Mais justement, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que la théorie des champs dans les temps, comment on pourrait faire, articuler les deux choses? Parce que moi, je veux voir les champs partout. Vous parlez de Delphine Bateau est dans un champ gouvernemental où elle est fragilisée par rapport à Montebourg, et c'est pour ça qu'elle agit comme elle agit. Donc ça, la théorie d'élection des champs est exactement celle-là. C'est-à-dire on est dans des positions dans l'espace relationnel et on va développer des stratégies en fonction des ressources et de la position dans l'espace relationnel. Je ne vois pas en quoi ça diffère de la théorie de l'action des Bourdieu. Donc, comment on pourrait... Moi, ce que j'ai vu dans votre recherche, j'ai fini là-dessus, et c'est très intéressant, c'est-à-dire quand une chose c'est étudier un champ, les champs littéraires, les champs de l'enseignement supérieur à la recherche. Mais vous étudiez une séquence. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous, il faut suivre les acteurs pour identifier où se situent les champs. Donc les champs, dans votre cas, est une hypothèse. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut-être va se révéler vrai ou pas. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas un préalable, c'est quelque chose qui pourrait émerger. Et moi, je l'ai vu émerger, votre champ. Sauf que c'est pas un champ qui est délimité par rapport aux catégories classiques, les champs gouvernementaux, les champs de la société civile, les champs des pouvoirs locaux. C'est un champ, j'ai envie de dire, comme Topalov avec son livre La nébuleuse réformatrice, c'est un champ faible, ce que moi je vois. C'est-à-dire, c'est un champ qui est composé des plans d'acteurs qui viennent des champs différents, qui se retrouvent à un moment précis pour agir, et dont les logiques d'investissement dans les champs d'action dans lesquels ils sont se retrouvent dans les champs d'appartenance. Et donc c'est pour ça qu'on parle des champs faibles, mais c'est quand même un champ. C'est-à-dire ceux qui se retrouvent, ils ont forcément des propriétés plus ou moins importantes, des ressources plus ou moins importantes, et des intérêts qui se définissent dans les champs d'appartenance, mais qui sont agissants dans les champs d'action. Donc je voulais vous demander, qu'est-ce que vous en pensez si on disait qu'on pourrait penser à appliquer la théorie des champs dans des séquences politiques comme celles que vous avez étudiées, c'est-à-dire intégrer les temps de la théorie des champs à partir des notions telles que champ éphémère, champ faible, champ temporel, j'en sais rien. Et c'est des champs qui effectivement disparaissent beaucoup plus vite que les champs gouvernementaux. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas justement appliquer ça? Pour finir, donc voilà, la question, est-ce que vous pensez que votre approche que vous définissez, je trouve très durement, des fois même un peu rigide pour moi, comme pragmatique, pragmatique c'est ça ne veut pas dire autre chose, et pourtant moi j'y vois tellement des choses autres que du pragmatisme. Et justement, et moi qui suis plutôt de l'autre côté, moi j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à certaines choses que vous dites et que moi je ne vois pas, et que du coup je peux voir maintenant. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas justement articuler les uns et les autres? Et pour finir, justement, une question conceptuelle.
Vous opposez votre approche conséquentialiste et pragmatique à une approche déterministe et causaliste. Donc, moi, je n'ai vu que les causes dans votre explication. C'est-à-dire quand on dit que la ministre Bateau est fragilisée, c'est pour ça que ça l'amène à agir. Bah, ça s'appelle comment? C'est parce que je suis dans cette position que j'agis. Donc, je voulais vous demander justement, qu'est-ce que vous entendez par causaliste et déterministe? Est-ce que vous n'avez pas une vision un peu rigide justement de déterminisme? La théorie des champs n'est pas forcément déterministe, elle dit que les choses bougent, sont en mouvement et elles sont relationnelles. Donc, il n'y a pas de déterminisme en soi. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous entendez par déterminisme et causalisme? Et donc, du coup, qu'est-ce que vous entendez par conséquentialiste? Et ça serait quoi la différence exacte? Parce que je n'ai pas vu, j'ai vu les causes. Moi, j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce qui explique certaines choses. Donc, c'est des causes, même si elles sont partielles, mais ça reste quand même des causes. Donc, voilà, j'en finis là. Merci. Là, je propose que dorénavant, tu feras toutes les séances d'introduction. Ah ouais? Ah ouais. Je vais peut-être commencer sur le chapitre théorique. Ouais. Moi, j'ai des points sur les. Merci beaucoup. On discutait tout à l'heure de la difficulté de l'exercice, parce qu'on a bien compris qu'on servait d'expérimentateur. On se disait, mais ça ne doit pas être simple pour quelqu'un, non pas de commenter un livre, parce que commenter un livre, critiquer un livre, c'est quelque chose que on sait tous faire, mais d'intéresser un public qui n'a pas lu le livre quand on est soi-même ni forcément l'auteur, ni forcément l'approche, ni forcément convaincu. Et moi, ma première chose, c'est un grand merci, parce que voilà, j'ai trouvé que l'exercice de ce point de vue-là, on se demandait si ça allait être convaincant. Moi, j'ai ma réponse. J'ai trouvé ça très convaincant. Ça, c'était la première chose. Donc, merci pour ce travail détaillé. Et évidemment, du coup, dans un livre, ce qu'on espère, dans un ouvrage, chacun va y piocher un certain nombre de choses. Et le fait que tu puisses dire, toi, ça t'a renvoyé à des questionnements, quel plus beau cadeau on peut faire à des auteurs, quels que soient les accords qu'on a, de se dire que, et réciproquement, ce que l'on a pu voir ou ce sur quoi on a pu travailler, du coup, permet d'interroger plus largement, parce que évidemment, notre objectif, par le titre et était pas simplement d'interroger le gaz de schiste, mais de se servir de ce cas comme un cas qui nous donnait à voir quelque chose de particulier. Alors, je vais essayer de revenir, non pas sur, on va reprendre ou essayer de repiocher dans quelques éléments, mais surtout sur les questions très nombreuses. Je ne sais pas forcément dans quel sens les prendre, je vais essayer d'en prendre. Peut-être la première des choses, parce que je pense que ça vaut le coup que je m'y arrête un tout petit peu, parce que les termes comme arène, forum parlent à un certain nombre de gens qui sont dans les petits publics, mais celui de champ aussi. Je pense qu'une des choses que l'on a essayé de faire, et qui, à mon avis, on est parfois un peu prisonnier des termes, que ce soit celui de champ, etc., c'est que on a essayé de descendre à un niveau plus bas, plus micro, que ceux qui sont utilisés, soit par Bourdieu avec le terme de champ, soit par Becker avec le terme de monde, soit par Jobert avec le terme de forum. Parce que la première des choses que l'on s'est dites, et ça va répondre tout de suite à ta question, c'est que si on prend par exemple la façon dont Bourdieu définit son champ, un champ est assez large et structuré, avec des rapports de domination. Or nous, ce qui nous est apparu de façon claire, c'est deux choses. C'est que si on a vu des espaces effectivement très structurés avec des acteurs dominants, par exemple, c'est ce qu'on a appelé l'atrium hermétique, c'est-à-dire un espace de débat totalement fermé et maîtrisé, il l'est à un niveau très petit, et que ce qui est intéressant, c'est qu'il existe d'autres espaces, par exemple si je m'intéresse juste au système bureaucratique, ne serait-ce que de monter d'un niveau hiérarchique, eh bien, il y a des luttes permanentes. C'est-à-dire que ce qui est caractéristique d'un espace de débat où il y a un mode de régulation clair, des acteurs dominants, des argumentations dominantes et des positions dominantes, et là on pourrait renvoyer à Bourdieu, même si je ferai quelques remarques par rapport à ça, ce qui nous a intéressé, c'est d'observer que très vite, ces énoncés, dont je reparlerai, peuvent circuler dans d'autres espaces qui sont juste à côté et qui n'ont pas les mêmes règles du jeu. Et par exemple, les arènes interministérielles. Et par exemple,
dès qu'on monte au niveau du directeur de l'énergie, par exemple, et de ses directeurs adjoints, on n'est pas du tout sur le même type de champ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acteur dominant de la même façon. Et entre les différents directeurs adjoints ou entre les différents ministères, il y a des conflits dans lesquels on ne sait pas qui va être dominant, on ne sait pas qui va gagner à l'avance. C'est pour ça qu'on s'est dit, en fait, l'image, parce qu'il y a une facilité, c'est-à-dire quand on a un champ, un forum, un système, on a une vision d'ensemble et on va chercher des grandes causes à un effet global. Mais ce que l'on a observé, ce que l'on a essayé de faire tout au long de cette enquête, c'est d'entrer beaucoup plus dans le détail, de rendre compte presque mois par mois, voire parfois semaine par semaine, même parfois on est allé jour après jour, un épisode que je reprends parce qu'il n'a pas été détaillé mais qui est intéressant, c'est comment chaque article de loi chaque jour a changé et que l'on ne peut comprendre ça qu'à travers le fait qu'on n'est pas du tout dans un système simple dans lequel il y aurait un champ ou deux champs ou trois champs, si je prends Kingdom par exemple, qui a trois courants, mais on a une multitude de champs dans lesquels les trajectoires sont beaucoup plus complexes et possibles. Donc on sort d'une linéarité, ce qui permet à des situations bloquées de se débloquer, parce que non pas le champ est bouleversé, mais parce que les chemins pris sont différents. Exemple, si la première solution que trouve le gouvernement, la réponse première du gouvernement est celle qui est construite par des fonctionnaires qu'on a trouvés, qui sont dans un bureau, qui sont les seuls qui maîtrisent le sujet, qui le connaissent parfaitement, ils sont 10, ils ont une particularité, c'est qu'ils ne sont pas issus du corps des mines, ce qui est quand même aussi un élément, c'est-à-dire qu'ils sont géologues, le corps des mines n'en a rien à faire de ce bureau, parce que chercher du pétrole ou du gaz en France, c'est pas un sujet porteur de carrière. Et donc pour eux, c'est évident ce que tu as dit très bien, c'est-à-dire que ce qui est un problème n'est pas un problème. Donc ils font une note et cette note remonte. Mais lorsque cette note remonte, elle passe dans de nouveaux espaces qui n'ont pas les mêmes règles du jeu. Et lorsque Nathalie Kosciusko-Morizet publicise le truc, forcément, il subit tout un tas de critiques qui seraient des critiques qui, dans cet espace-là, disparaîtraient, c'est-à-dire qu'elles ne tiendraient pas, alors que dans d'autres espaces, elle tient. Et ce qu'on voit émerger dans la deuxième solution, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'elle n'est pas issue du tout. Que la stratégie majeure de ces acteurs qui sont issus de la direction de l'énergie et du corps des mines, c'est de suspendre en nommant des gens qui sont ingénieurs des mines et ingénieurs des ponts, pour inviter de nouveaux acteurs en recréant de nouveaux espaces. Et ce qui nous a intéressé fondamentalement, c'est de décrire un processus de politique publique qui, justement, loin d'être stable, loin d'être organisé autour de 2 ou 3 espaces, les acteurs peuvent jouer dans plein de jeux et de scènes différents. Donc le premier objectif ou le premier enjeu, c'est qu'en regardant presque jour après jour, parce que vraiment ce qui est intéressant dans cette affaire, un peu comme Allison l'a fait sur une crise de Cuba qui durait 13 jours, nous ça a duré 4 mois. En 4 mois, on a l'explosion d'un problème et un gouvernement qui change 4 fois de solution. Et on s'est dit, chaque solution a sa propre histoire, avec ses propres acteurs, et traverse des espaces qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et que lorsque l'on a une grille d'analyse composée de champs ou de flux, enfin de courants, pour reprendre l'expression de Kingdom, qui est beaucoup utilisée en politique publique, il y en a 3, ou Forum et Arène, mais version Jobert, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir une analyse précise des processus d'instabilité qu'on vient de développer. On a eu la chance, effectivement, tu l'as dit, d'avoir accès même aux archives gouvernementales. C'est très rare. On ne sait pas comment on a fait. Enfin, si, on a demandé, mais on ne pensait pas les recevoir. Donc, on a aussi les luttes internes entre comment Nathalie Kosciusko-Morizet essaye de convaincre François Fillon, comment s'importe un agenda, c'est-à-dire se construire un agenda à l'intérieur même du gouvernement. C'est-à-dire fait des notes pour dire « Ah, le problème est important ». Il ne suffit pas que ce soit important dans la presse, recomposé après par des chercheurs. Donc voilà. Donc ça, c'était la première chose. Par rapport à la question de champ, donc dans le bouquin, on reparle de l'opposition champ-monde de Baker qui dit mais le monde, c'est quand même les interactions concrètes, alors que le champ, c'est quand même très théorique. Mais ce qui nous intéresse dans le champ, c'est la question du pouvoir et de la domination, qui n'est pas dans le monde. Donc on s'est dit, il faut qu'on prenne un concept qui nous permette de penser cette multiplicité des scènes qui ne l'affiche pas. Et c'est ça notre principale critique, qui permet, et tu as raison, d'introduire beaucoup plus la question de la temporalité. Mais du coup, les espaces sont beaucoup moins figés que ça. Et finalement, à tous les niveaux, il y a des débats, il y a des discussions qui ont leur influence sur le processus.
Sur la question que tu poses du statut de l'énoncé, alors, ce qu'on appelle l'énoncé, c'est un discours qui se stabilise. Mais c'est un discours qui se stabilise dans une perspective dans laquelle on refuse de séparer l'énoncé et son porte-parole. Alors c'est peut-être ça qui est peut-être permet de répondre à ta question, ou peut-être qui n'a pas été assez clair dans l'ouvrage. C'est-à-dire que ce qu'on a voulu faire à travers notre regard, c'est dire il faut sortir on parle de pratique discursive pour dire très clairement qu'il n'y a pas de discours sans acteur et d'acteur sans discours. Ce qui est aussi une différence avec le chant, dans lequel le discours, chez Bourdieu notamment, est d'abord un instrument des acteurs en position de force. Nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est comment, y compris, la stabilité du discours et la stabilité de la coalition se font ensemble. Donc l'action collective, elle se construit en même temps que se construit l'énoncé qui les fait tenir. Et donc c'est pas l'un avant l'autre, c'est l'un et l'autre ensemble. Et donc on veut rompre cette idée qu'il faut regarder soit l'un, soit l'autre. Et on a essayé de montrer que ce statut épistémologique de l'énoncé, alors des fois je dis la coalition énoncé, l'énoncé acteur. Ce qui nous intéresse, c'est, et alors on a deux traditions. On a une tradition plus française liée à toute notre histoire sociologique, dans laquelle on sait bien que l'action collective est un problème et que du coup il faut s'intéresser à comment elle se construit. Et ce qu'on a essayé de montrer, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans un journal, que ce soit le mouvement de contestation, c'est toujours intéressé au démarrage, c'est-à-dire comment les acteurs, et ça c'est un truc que j'ai noté aussi dans la présentation, comment les journalistes qui mènent l'enquête, ils font non seulement ils construisent un énoncé, mais ils vont le vendre, ils enrôlent, ils vont enrôler José Bové, c'est eux qui vont l'enrôler, parce que c'est leurs voisins, parce que c'est pas que des journalistes d'investigation, ils ont aussi une maison secondaire où il y a un permis qui est en cours, qu'ils découvrent par hasard. Ils mènent l'enquête, ils construisent quelque chose et ils vont enrôler 2-3 acteurs autour d'eux, et notamment José Bové, qui va ensuite jouer un rôle important. Donc ce qui nous a intéressé, c'est la naissance du mouvement, mais aussi comment, et ça revient aussi à ça, comment l'énoncé se forme avec des branches, et que les branches tiennent en fonction du nombre de gens qui s'agrippent dessus. Un peu comme la tour évoque certains éléments. C'est-à-dire, par exemple, la dimension... Ce qui va répondre un peu à ta question, la dimension, par exemple, sur le gaz de schiste est un problème parce qu'elle contribue au réchauffement climatique, que certains acteurs ont porté dès le départ, c'est une partie de cet énoncé s'effondre très vite dans toutes les réunions parce que ça n'intéresse personne. Et les rares qui le portent sont assez frustrés. Et donc on voit l'énoncé un peu comme un mot, tiens, quand au fur et à mesure que les gens en font l'usage, on a essayé de suivre les naissances à chaque fois. On ne s'est pas intéressé à la propagation qui est énorme, mais à la naissance du mouvement de contestation, et on voit bien, y compris les frustrations de certains militants écologiques, qui disaient mais on n'arrivait plus à en de parler parce que finalement ce qui faisait attractivité, c'est ce lien direct entre l'énoncé et la manière dont les acteurs se sont greffés autour. Mais aussi ce que l'on essaye de montrer, c'est que les ambiguïtés dans la définition du problème ne sont pas les mêmes que les ambiguïtés dans la définition de la solution. Et c'est un point important, c'est-à-dire que dire non au gaz de schiste a permis de rallier beaucoup d'opposants issus de plein de raisons différentes, même si certains aspects ont disparu. Évidemment, il est une chose de dire non au gaz de schiste, c'est une autre de faire un texte de loi et de dire exactement les termes qu'on utilise. Et ce qu'on a essayé de montrer, c'est aussi toutes les discussions qu'il y a autour de chaque terme dans la fabrique du texte de loi. Et comment? Eh bien, effectivement, non au gaz de schiste, c'est pas non à la fracturation hydraulique ou c'est oui à la fracturation. Et donc, chaque terme est un enjeu de débat. Et ce que on a utilisé un concept, on ne sait pas s'il fera long feu. Au lieu de parler de résilience, on a parlé de transilience. Transilience pour dire que ce qui fait résister un concept à un moment donné ou un énoncé, c'est sa capacité justement d'absorber et des modifications avec des nouveaux acteurs qui les portent et de les faire tenir ensemble. Et que la transilience des énoncés, on a essayé finalement que chaque solution est une façon de résoudre le problème. Et donc chaque solution étant une façon de résoudre le problème, eh bien, comment elle tient? Comment elle tient pour arriver jusqu'à la décision et comment elle tient ensuite? Parce qu'on a essayé de montrer comment les solutions aussi disparaissaient. Parce que l'une des choses intéressantes aussi qui était sur lequel on a travaillé, c'est pourquoi les solutions à un moment donné qui sont votées, qui sont portées par le gouvernement ne tiennent plus. Pourquoi le gouvernement, c'est-à-dire comment ça s'effrite? Alors il y en a une qui s'effrite au bout de 3 jours, qui est celle le gaz de schiste n'est pas un problème, c'est un problème aux États-Unis, c'est pas un problème en France. Pourquoi elle ne tient plus?
parce qu'elle a changé d'espace, on l'a dit tout à l'heure, elle est rentrée et elle a changé de propriétaire. La nouvelle propriétaire, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Le nouveau forum, c'est le forum médiatique. Et dans ce forum médiatique, eh bien, la réponse de José Bové et d'autres, c'est de dire, ah bah oui, mais les brevets sont américains et la compagnie est américaine. Donc votre argument ne tient pas. Si ce discours avait eu lieu dans le truc expert, il lui aurait dit non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça que ça se pose, les normes, etc. Non, mais dans l'espace médiatique. Et Nathalie Kosciusko-Morizet, qui elle-même ne tenait pas plus que ça à cet énoncé parce qu'elle le récupère à un moment donné, cherche quelque chose et c'est là où se construit une deuxième solution. Donc c'est bien la circulation qui affaiblit. Et donc on a essayé de montrer comment on pouvait comprendre des espaces de circulation, des espaces de circulation des énoncés et ces fameux champs, scènes, espaces de débat. Quelques mots sur alors la question de la généralisation. Est-ce que les gouvernements changent souvent d'avis? Oui, bien sûr, tu as raison, mais dans les travaux sur les politiques publiques sur le changement, on s'intéresse aux grands changements, aux vrais changements, à ceux qui se font sur 10 ans. Donc les travaux théorisés des politiques publiques, c'est plutôt ça qu'on a voulu dire, ne s'intéressent pas à ces 4 changements d'avis. Ça, c'est la première des choses. Et on a voulu prendre cette idée qu'un gouvernement, parce que ce qui est intéressant, et ça va rejoindre ta dernière question sur le déterminisme, on a quand même l'idée que beaucoup de théories de politique publique sont très positivistes et qui cherchent la causalité, c'est-à-dire qui observent les faits. Par exemple, ça ne bouge pas, donc c'est parce qu'il y a le path dependency, blabla, mais comment on le démontre? Ou alors, à l'inverse, ça bouge, c'est parce qu'il y a eu une élection, c'est parce qu'on trouve des causes. Donc ça, c'est ce mouvement-là. Et ce qui était intéressant, c'est que le cas qu'on montre est un cas critique, au sens de Popper, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il fait pas tenir ces théories-là. C'est-à-dire que si on se dit, donc c'est les causes par exemple, c'est voilà l'ensemble des causes, mais les mêmes causes produisent 4 solutions différentes. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on se veut pas déterministe, c'est-à-dire que les conditions initiales, ceux qui sont en 3 mois, les conditions initiales changent pas. En 3 mois, il n'y a pas de grand bouleversement, ni politique, etc. Elles ne changent pas. Une fois que la médiatisation a lieu, donc une fois que le problème est à l'agenda, il y a quand même 3 changements différents avec la même situation. Alors, l'opposition entre déterministe et non-déterministe, je reviendrai sur causaliste. Au départ, alors quand on l'a présenté à Rennes, j'avais dit, j'avais fait un peu l'analogie avec le foot, disant c'est pas parce que le PSG a les meilleures caractéristiques pour gagner le match qu'il va forcément gagner le match, et Rennes venait de gagner contre le PSG. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe pendant. Et le pendant, il dépend évidemment des éléments de départ, mais pas seulement, des combinaisons du moment, de la façon dont les acteurs... Et ce qu'on appelle non déterministe, c'est cette idée que tout ne se joue pas dans les conditions initiales. Et que le processus lui-même, parce qu'il n'est pas linéaire, parce qu'il est multiple, il peut se passer plein de choses dans le pendant, et notamment l'expérience des acteurs qui se joue au fur et à mesure, c'est-à-dire que ce qui se passe, l'échec qu'ils ont à un moment donné va jouer dans l'échec, le fait que telle solution a du mal à tenir, tout de suite fait qu'ils vont s'adapter. Sur la généralisation, et après je finirai sur la causalité, sur la généralisation, oui, notre hypothèse, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai fait sur d'autres travaux antérieurs, et puis ce qu'on aimerait faire peut-être sans doute sur d'autres travaux postérieurs, c'est quand même, ce cas est intéressant parce qu'il rend visible la lutte sur les solutions. Parce que le gouvernement a choisi 4 solutions d'affilée. Mais que la plupart du temps, malgré tout, ces luttes-là interviennent dans l'ombre, dans les espaces discrets, et on ne voit à la fin que la solution qui gagne. Mais qu'effectivement, c'est le même processus. Donc c'est bien notre hypothèse de généralisation, c'est utiliser ce cas critique pour dire, vous voyez qu'il y a quand même un problème quand on a des théories trop linéaires, trop déterministes, mais que du coup, ce que l'on vous propose, c'est de revoir au jour à jour un processus, des discussions de tous les endroits où se discute un projet de loi, un problème, etc., etc. Donc, passer de... On a écrit un article là, qui va sortir dans la revue française Sociologie sur la multiplicité des ordres du jour. Il n'y a pas un agenda ou 2 agendas, il y en a une multitude. Et qu'il faut regarder tous ces espaces où le sujet est discuté, domestiqué, etc., etc. Et c'est évidemment une volonté de généraliser l'approche. Alors, pour essayer d'expliquer causaliste-conséquentialiste, et je finirai là-dessus, je passerai la parole à Sébastien. Alors, quelle est la différence, selon moi, entre les deux? Causaliste, c'est quand même l'idée qu'une cause produit un effet.
Donc, à chaque fois que, pour pouvoir prouver qu'une cause n'est pas une corrélation, il faut pouvoir la reproduire plusieurs fois. Ça s'appelle la causalité. Ah, c'est un problème d'enchaînement causal, d'enchaînement à la fois temporel et répétitif. Séquentialiste, c'est l'idée que vous avez beau jeter 15 fois un verre d'eau par terre, il va se casser de façon différente à chaque fois. Et là, et chez les physiciens, on appelle ça aussi le problème de la causalité dans la mécanique quantique. Histoire de dire qu'il n'y a pas que les sciences sociales qui reposent la question de la causalité. Il y a de beaux articles en ce moment, parce qu'ils sont en train de découvrir plein de choses. C'est cette idée que le point de départ, c'est que les conséquences varient toujours, et qu'on n'est pas dans des modèles linéaires dans lesquels on va chercher des causes parce que ces causes seraient suffisantes, puisque d'abord on a l'historicité des phénomènes, donc leur singularité, mais surtout qu'on appuie l'idée que il faut s'intéresser à l'idée qu'il y a une multitude. Alors certains disent que c'est multicausal et qu'il y a tellement de causes que de toute façon, ce qui revient un peu au même. Mais c'est pas tout à fait, enfin je veux dire à ce moment-là on ne sait plus démontrer une cause. Parce qu'une cause, pour pouvoir montrer une cause, il faut qu'une cause produise toujours le même effet. Sinon, ça tient pas. Donc, on joue avec le mot cause. Donc, nous, on a dit, non, il faut s'en départir, non pas pour refuser l'idée qu'il y a des enchaînements entre les événements, mais que c'est pas facile de les montrer parce qu'ils sont singuliers. Il y a une singularité dans chaque événement. Donc, on tente de tisser des fils, mais il faut partir comme point de départ que ce n'est pas une démonstration de cause, mais d'enchaînement temporel singulier. Cela dit, ce qui revient quand même au fait que notre recherche, entre guillemets, d'un questionnement sur la scientificité, elle a à voir plus avec la question du cas critique qu'avec celui de la répétition. Hein, et là, on pourra avoir une discussion très, très, très popérienne sur le thème. C'est pas parce qu'on voit que 15 fois un truc se passe que pour autant il est vrai. Et que parfois, on arrive plus à montrer ce qu'il n'est pas, ou des situations critiques qui mettent en difficulté nos théories, que les choses avancent. Et donc, évidemment, on cherche nous aussi, moi je suis très intéressé, on l'a fait un peu dans le dernier chapitre, sur une théorie qui est quand même une théorie de l'incertitude permanente et de l'instabilité. C'est évidemment intéressant de poser la question de la stabilité. Et ce qu'on a essayé de faire un peu dans le dernier chapitre qu'on a ouvert, mais que j'aimerais prolonger, c'est justement celui de cette stabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ? À quel moment la solution du gaz de schiste finit par tenir ? Pourquoi elle tient ? Qu'est-ce que ça veut dire tenir ? Et à l'hypothèse du path dependency, qui est une sorte d'hypothèse rétroactive, ça tient, donc il doit y avoir de bonnes raisons. Mais ça permet jamais de les démontrer, ces bonnes raisons. Ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'on peut observer la résistance au moment où il y a les attaques. C'est qu'à ce moment-là que l'on peut observer pourquoi quelque chose est stable. Et dans ce dernier chapitre, on a essayé de montrer, mais je pense que c'est vraiment un sujet de recherche pour l'avenir aussi, que c'est justement dans les espaces incertains qu'il est intéressant d'observer ces phénomènes à travers lesquels les acteurs disent « Ah, le gaz de schiste, eh bien aujourd'hui, c'est ou pas inattaquable. Mais pour s'en rendre compte, il faut qu'ils essayent. » Et aujourd'hui, il y a un journaliste, je me souviens, il y a quelques jours, qui disait, j'écoutais, « Ah, peut-être qu'on va réouvrir le débat sur le gaz de schiste. » Alors nous, on se disait, ça serait bien, parce que ça permettrait de vendre nos livres. Et disait, oh non, plus personne n'en parle. C'est-à-dire que le gaz de schiste, en France, dans l'espace et dans différents espaces, a réussi à figer le sens de sa solidité sur gaz de schiste, c'est un problème. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et pour tout un tas de raisons qu'on essaye d'expliquer comment ça s'est verrouillé. Ça ne sera totalement verrouillé que si évidemment, soit personne n'essaye, mais si quelqu'un essaye, on verra. Et c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. C'est là où on voit la résistance. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à quelques-unes des interrogations très nombreuses et très pertinentes et très intéressantes. Merci en tout cas à toi. Je me joins à Philippe pour te remercier, Johan, de ta lecture attentive du bouquin. Je voudrais peut-être commencer par revenir sur, voilà, tu nous dis on focalise beaucoup sur le changement, mais ça te paraît pas si exceptionnel. On insistait beaucoup sur ça, notamment en partant de l'idée de post-démocratie, notamment, avec cette idée que voilà, les grands groupes industriels seraient toujours dominants vis-à-vis des mouvements sociaux, que les questions économiques l'emporteraient toujours sur les questions environnementales, et on montrait qu'avec notre cas du gaz de schiste, c'était pas le cas. Et tu as raison quand tu dis que effectivement, ce qu'on montre également, c'est le pouvoir d'influence de l'action collective dans ce genre de situation. Donc
voilà, juste pour resituer cette réflexion sur le changement. Ensuite, je voudrais peut-être revenir aussi sur la distinction qu'on fait entre les énoncés de problèmes et les énoncés de solutions. Tu es passé un peu rapidement dessus dans ta description, mais ils ont une importance dans l'ouvrage, notamment quand on insiste sur voilà, l'énoncé dramatique comme étant composé à la fois effectivement d'un problème qui est largement dramatisé par les acteurs, mais aussi par la constitution d'un public de victimes. Et c'est là où justement cette illustration est importante, parce que quand on parle de la mise à l'agenda médiatique notamment du problème, on montre bien que dans un premier temps, il y a des journalistes qui parlent, donc le problème existe dans l'espace médiatique, mais il n'enrôle personne, personne ne s'intéresse à ce problème, et on appelle ces premiers journalistes les Cassandres, parce que voilà, ils publicisent un problème, mais qui n'intéresse pas grand monde. Et on montre bien dans le deuxième temps, tu l'as mentionné, ce travail de ces deux journalistes d'investigation, qui au contraire de ces premiers journalistes vont vraiment avoir une démarche d'enrôlement des acteurs et aller convaincre tout un large public, notamment localement, dans les territoires concernés par ces permis d'exploration de gaz de schiste. Et c'est ce qu'on essaie de montrer par cette illustration, hein, que le gaz de schiste, en fait, il a des ramifications multiples avec de multiples formes de problèmes qui vont aller chercher, pour certains arguments, les pêcheurs, pour d'autres, les acteurs du tourisme. Et on insiste aussi beaucoup sur une autre branche problématique qui est le déni de démocratie dans la délivrance des permis. Et pour nous, c'est un argument très important, notamment pour enrôler les élus locaux, qui ont été une courroie très importante en fait, de remontée du problème, notamment vers les élus nationaux, et même directement vers les ministres, en fait, dans les entretiens qu'on a menés et dans les notes auxquelles on a eu accès. Voilà, les coups de fil des élus locaux importent beaucoup, en fait, pour la mise en problème au sein des ministères. Et donc voilà, l'énoncé dramatique, l'énoncé de problème, et d'un autre côté on a l'énoncé de solution, celui qui est censé justement remettre de l'ordre dans le désordre créé par le problème, et c'est un peu le yin et le yang, hein. On a l'énoncé de problème qui justement génère du désordre dans la société, l'énoncé de solution qui est censé ramener l'ordre, et si l'énoncé de problème désigne des coupables, des responsables du problème, l'énoncé de solution vient légitimer des acteurs politiques dans leur rôle, et ça me permet de passer à une autre notion qu'on utilise beaucoup, c'est celle de propriétaire de Gusfield, où on montre bien qu'il y a, effectivement, il y a des propriétaires de problèmes publics, mais il y a aussi des propriétaires de solutions, et c'est ce qu'on essaie de décrire justement dans toutes ces luttes entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Industrie, et comment successivement différents ministres essaient de s'approprier ce sujet du gaz de schiste, soit pour en faire un problème, ça c'est les ministres de l'écologie successifs en font systématiquement un problème, et c'est comme ça que NKM ça devient la propriétaire aussi, hein, NKM ne devient une propriétaire du gaz de schiste que si c'est un problème. Si c'est pas un problème, si c'est une solution, ce n'est plus elle la propriétaire légitime du sujet. Et l'autre notion aussi sur laquelle on n'a pas encore beaucoup insisté, c'est la notion d'épreuve, qui est énormément liée à cette approche pragmatiste. Voilà, pour recouper ce que disait Philippe sur regarder les situations, regarder les discours en action, et regarder comment, à travers tout un lot d'épreuves, les situations sont redéfinies, les positions sont redéfinies, les discours sont mis justement à l'épreuve. C'est voilà, la première solution dont tu as parlé, sur laquelle Philippe est revenu, celle qui veut que le gaz de schiste n'est pas un problème, puisque c'est un problème américain. En France, on sait mieux faire. Ne résiste pas à la critique, hein, puisque José Bové vient à la charge assez rapidement en expliquant que la solution n'est pas viable, elle n'est pas crédible, parce que les entreprises sont américaines, les brevets sont américains. Peut-être deux ou trois autres éléments avant de laisser peut-être place aux questions.
insisté aussi beaucoup sur, comme le titre de l'ouvrage, voilà, l'État sous pression, on a vraiment voulu beaucoup insister sur la dernière période, sur justement le faisceau de pression qui pesait sur le gouvernement Fillon. Tu l'as mentionné, voilà, la défaite aux élections cantonales, Jacob qui est localement mis en cause et qui doit se positionner contre le gaz de schiste alors que initialement il était plutôt agnostique. Il y est poussé d'ailleurs par la compagnie qui a le permis, qui envoie un courrier à tous les habitants en disant qu'ils vont reprendre les travaux le lendemain de la date qui avait été fixée pour la suspension, et qui montre à tout le monde que finalement la suspension ne servait à rien. Donc Fillon, voilà, fortement sous pression, et on a identifié une semaine sur laquelle on n'a pas plus de détails que ça, mais on voit bien que c'est là que Fillon bascule. Il n'a plus vraiment le choix que de soutenir cette proposition de loi d'interdiction, afin de se réapproprier lui aussi l'interdiction et de couper court à toutes les critiques du gouvernement qui pouvaient avoir lieu. À ces pressions, il faut ajouter aussi l'accident de Fukushima, en fait, qui remet en cause le nucléaire. On n'a pas parlé jusqu'à présent. C'est un point important, puisque on a Nathalie Kosciusko-Morizet qui va dire, voilà, si vous ne voulez pas du gaz de schiste, vous aurez le nucléaire, et puis vice versa. Si maintenant vous remettez aussi en cause le nucléaire, vous aurez le gaz de schiste, parce qu'il nous faut bien une source d'énergie. Peut-être aussi revenir sur la phase de verrouillage du dernier chapitre, où on essaie de montrer justement, c'était un peu notre difficulté, c'est parce qu'on travaillait beaucoup sur le changement, puis à un moment donné, il fallait arriver à montrer qu'il y avait aussi des périodes de stabilité. Donc on a travaillé sur cette période de verrouillage pour montrer justement, comme l'a dit Philippe, que c'est à travers des tentatives de remise en cause que finalement l'interdiction se verrouille et n'est plus possible d'être remise en cause. Et on en parlait ce midi, mais Delphine Batho réussit à convaincre François Hollande, non pas à travers des arguments totalement fondés sur l'environnement, etc., mais en lui expliquant que s'il remet en cause la loi d'interdiction, eh bien, il fera pire que Nicolas Sarkozy en matière d'écologie, ce qui, a priori, selon elle le dit dans son bouquin, et elle nous l'a répété en entretien, c'est l'argument qui a fait basculer François Hollande pour qu'il prenne position contre son ministre Montebourg et contre son Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Et voilà, dernier point, je voulais insister, c'est la distinction importante entre l'interdiction du gaz de schiste et l'interdiction de la fracturation hydraulique, qui se joue pendant la rédaction de la loi Jacob de juillet 2011, où voilà, on s'est intéressé vraiment à comment chaque article a été retravaillé dans les différentes commissions, par les sénateurs, les députés successivement, et que justement au début Jacob, dans sa proposition de loi, lui propose d'interdire le gaz de schiste. Mais comme les enjeux définitionnels importent, et tu l'as bien souligné, les rapports de sens, cette proposition de loi elle va justement revenir dans les espaces plus discrets de l'administration, et on va avoir les experts qui vont expliquer que c'est pas possible d'interdire. Alors on passe de gaz de schiste à c'est hydrocarbures non conventionnels, et les experts qui vont expliquer que en fait il n'y a pas de définition d'hydrocarbures non conventionnels, donc si on met ça dans la loi, on ne sait pas ce qu'on va vraiment interdire, c'est pas clair. Et il y a d'autres acteurs qui vont intervenir en disant que les hydrocarbures non conventionnels, c'est pas que le gaz de schiste et le pétrole de schiste, mais il y a d'autres activités industrielles qui existent en France qui sont aussi non conventionnelles, qui n'ont pas jusqu'à présent fait parler d'elles, et que si on interdit le non conventionnel, on va interdire tout ça. Et on a notamment un président d'une société qui exploite le gaz de charbon en Lorraine qui va faire un lobbying important pendant le processus législatif. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a les deux rapporteurs de la loi qui expliquent qu'ils ont compris à un moment donné que c'était pas le caractère de l'hydrocarbure qui importait, mais c'était la technique qui était utilisée qui était problématique, donc la fracturation hydraulique. Et finalement, dans la loi, on va effectivement interdire la fracturation hydraulique plutôt que le gaz de schiste directement. Et d'ailleurs, voilà, quelques années plus tard, la France finira par importer du gaz de schiste américain. Finalement, voilà, ce n'était pas tant la ressource qui était problématique du point de vue du gouvernement, mais bien plutôt la mise en œuvre de techniques d'exploitation particulièrement dommageables. D'ailleurs, on n'a pas forcément
donner des éléments de description plus techniques de tous ces enjeux-là. Hein. Simplement pour décrire la fracturation hydraulique, c'est un puits d'hydrocarbures conventionnel, c'est très vertical. Alors vous avez un forage vertical dans un réservoir d'hydrocarbures. Les hydrocarbures non conventionnels, en particulier le gaz de schiste et le pétrole de schiste, eux sont répartis dans des couches sédimentaires assez diffuses et peu perméables. Et donc on fait un forage, non seulement un forage vertical, mais aussi un forage horizontal. Et dans ce forage horizontal, on injecte à haute pression de l'eau avec des produits chimiques et du sable pour fracturer la roche et libérer le méthane qui est contenu dans ces couches. Et ce qui peut causer tout un tas de problèmes environnementaux, de la pollution des nappes phréatiques, à la sismicité induite, etc. C'est ce que montre, comme tu l'as mentionné, ce documentaire Gazland. Voilà, je m'arrête là et puis on reste tout à fait disponible à répondre à vos questions. Donc, tout d'abord, merci beaucoup Philippe et Sébastien pour cet ouvrage, pour l'exposer aussi. Je trouve que vraiment l'ouvrage constitue un vrai apport à l'analyse des politiques publiques et par ce biais une contribution à la sociologie politique plus généralement. J'avoue que moi-même, j'avais l'impression récemment, qui s'avère fausse, que depuis 15 ans, en analyse des politiques publiques, il n'y a pas grand-chose qui est proposé de manière théorique. Vous montrez que j'ai complètement tort. Je trouve que ce que vous proposez, notamment sur l'importance d'analyser la construction des problèmes publics, la construction des instruments à travers ces séquences différentes, ces scènes différentes, et mettons l'incertitude au centre du processus. Je pense que ça nous fait avancer. Vous montrez bien, je pense que c'est important de descendre à ce niveau peut-être un peu plus micro, je ne sais pas comment le qualifier, mais tout ça c'est un grand apport. Donc j'espère vivement qu'on va avoir plus généralement un débat aussi par les écrits dans les années à venir qui vont pouvoir profiter de tout le travail que vous avez fait. Bon, peut-être juste une remarque et puis une question. La remarque, c'est, je pense que vous pourriez éviter un débat un peu inutile qui crée des distractions, brouille votre message, votre apport, juste en évitant ces discussions un peu stériles sur la causalité, parce que je ne sais pas si on est si en désaccord que ça. D'abord, il me semble que vous confondez déterminisme et linéarité. Les deux sont un peu différents. Pour reprendre à Rennes, ton exemple de Rennes PSG, déterminisme, effectivement, hein, on parle des attributs des joueurs avant le match devraient produire le résultat. Ok, on est au clair là-dessus, mais linéaire, ça serait si un joueur se blesse en début de match, ça change tout. Donc je pense que c'est déjà assez différent. Donc, et puis la conclusion la plus intéressante, c'est plus sur la causalité. Je pense que Philippe, tu donnes l'impression que pour toi, une analyse causale, c'est on cherche une variable généralisable, universelle. Je pense que non, la plupart de nous, en tout cas, sociologie politique française, lorsqu'on fait de l'analyse causale, on cherche surtout à utiliser une grille d'analyse pour chercher à expliquer, comme l'a dit Juan tout à l'heure, pas simplement à décrire ou à redécrire, comme le dit Colin Hay. Et effectivement, je pense qu'un de nos adversaires communs, c'est vraiment cette tendance à redécrire qui existe aussi au sein de la sociologie politique française, plutôt qu'à chercher à expliquer. La question, c'est une question que Juan a posée, je pense que vous pouvez peut-être revenir là-dessus, c'est sur les effets du système politique et peut-être, en disant cela, les effets des institutions, dans le sens des règles, des normes institutionnalisées. Je pense qu'est-ce que vous avez appris sur les spécificités de la Ve République, ce rapport entre ministres et hauts fonctionnaires, par exemple, sur l'interministérialité, vous en avez touché un mot, sur le rôle des parlementaires. Il me semble qu'à travers votre approche, vous pouvez nous dire plus sur ça, et aussi sur comment mieux enquêter sur ces objets-là, qui là aussi, j'ai l'impression que peut-être on ne cherche pas toujours les meilleures manières d'y aller sur ces questions peut-être classiques, mais centrales. Qu'est-ce que je fais? On répond au fur et à mesure ou comme vous voulez?
Alors, je me prenne le pied ensuite. Alors, oui, je suis d'accord avec toi hein, sur le faux débat de causalité. Oui, évidemment, on a la même. Simplement, peut-être que ma proposition, c'est de se débarrasser de ce mot. Pour éviter qu'effectivement, je prends au hasard un numéro spécial de la Revue française de sciences politiques sur process tracing, que tu connais, et qui finalement dit, bah oui, mais on parle de la même chose. Non, quand un certain nombre de gens parlent, par exemple, en process tracing de causalité, ils parlent de la définition que je viens d'en faire. Et là où j'ai un petit désaccord, c'est que je pense que justement, tous ceux qui, et je suis d'accord que tous les travaux traditionnels que l'on a ne parlent pas réellement du terme causalité tel que l'entendent les autres, et qu'une manière d'éviter les confusions et qui conduisent parfois au fait qu'on mélange des théories qui ne devraient pas le faire, serait peut-être justement d'en finir avec le terme causalité. Ça, c'est la première chose, mais on est d'accord sur le fond. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est le débat que tu évoques derrière, qui est ceux qui parlent de causalité, parce qu'il y a quand même, alors en politique publique c'est très clair, des approches que j'appelle positivistes, c'est-à-dire qui cherchent à se dire il y a un processus, il faut lui trouver des variables, des causes, etc., à partir des effets, c'est notamment des approches américaines, qui sont très présentes chez nous, et qui nous obligent à distinguer, d'où le fait pour moi de remettre en cause cette question-là. Mais sur le fond, je n'ai pas du tout de... Ouais. Sur la question de l'effet du système politique, effectivement, c'est une question auquel je n'ai pas répondu. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans cette affaire. Bon, il y a des choses que l'on connaît bien, donc, mais sur lesquelles je vais revenir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, évidemment, le poids de la bureaucratie, dans sa complexité, est essentiel. Donc, on revient sur les apports de la sociologie des organisations, qui me paraît effectivement important, simplement en essayant justement, ce qui était la limite de la sociologie des organisations, de se dire comment se passe la question du contenu de ce que font les acteurs, des politiques publiques. Donc, toute la question vient du lien entre les deux. Donc, premier élément, la question de la bureaucratie, qui est spécifique aussi, enfin, qui n'est pas spécifique au système français, par contre, qui est partout. Sa centralité, oui. Son rapport avec les grands corps, on en parle, effectivement, c'est un élément extrêmement important pour comprendre ce qui se joue. On raconte des épisodes, je pense, on a beaucoup d'utilisé d'anecdotes, hein, l'épisode avec les discussions avec Total, quand les Total, parce que Total au départ n'a pas les permis, donc il fait le pressing pour avoir des permis, donc il y a tout un jeu sur les relations de corps, donc qui se joue. Donc ça c'est la première chose, le poids de la bureaucratie. Et ce que l'on montre par exemple sur le poids de la bureaucratie et de l'importance d'aller fouiller à l'intérieur, je prends cet exemple, Sébastien vient d'en parler, quand même Fillon finit par dire bon, peut-être qu'on va aller soutenir cette loi, cette proposition de loi, eh bien, il y a tout un travail de son cabinet et donc derrière de la direction de l'énergie qui consiste à dire ok, tu as dit oui, mais on va t'expliquer comment avec oui on peut faire non. Et donc, c'est tout ce jeu de lutte interne, et c'est là où c'est important, c'est-à-dire que les conflits internes entre le politique, le cabinet, le ministère, mais aussi entre les corps, par exemple, on parle beaucoup du conflit entre le corps des ponts et le corps des mines, qui est une des choses qui explique la mort de la commission d'experts. La commission d'experts est composée de 4 personnes qui vont être nommées par un compromis entre les deux ministères, donc 2 du ministère de l'Environnement. Alors qu'on dit ministère de l'Environnement, mais je rappelle quand même que le corps des ponts, c'est celui qui faisait des routes et des ponts. Hein. Il n'a pas forcément beaucoup changé dans sa façon de faire. Et le corps des mines, qui lui fait de l'industrie, on a rencontré les 4, ils ont passé leur temps. Enfin, moi j'étais impressionné, ils ont failli se foutre sur la gueule, excusez-moi de l'expression. Mais ils ont passé leur temps à expliquer en quoi les autres étaient vraiment des nuls. C'est-à-dire en quoi les ingénieurs des mines m'ont dit mais ils font du copier-coller quand ils font des rapports, c'est scandaleux. Et l'autre il me dit mais ils comprennent rien à rien à la vie. Donc ces tensions bureaucratiques, au-delà des questions individuelles, ces tensions permanentes dans le système bureaucratique, me semble-t-il, qui avaient bien vu et bien analysé la sociologie des organisations, ne sont pas suffisamment exploitées pour pouvoir comprendre les processus eux-mêmes. Et donc ce qu'on a essayé de montrer, c'est comment justement toutes ces tensions permettent d'avoir à la fois un mélange entre des champs très structurés avec des espaces dominants, mais aussi des jeux dans lesquels rien n'est joué à l'avance. Et c'est ça qui est intéressant. Donc le système politique a beaucoup plus de lieux de conflit et de marge de manœuvre dans la production de politique publique, et surtout les acteurs considèrent jamais que c'est la fin, c'est-à-dire que c'est ce qu'on dit, alors même quand Fillon dit bah peut-être, on a des notes, et on est tombé sur ces notes, le cabinet s'explique, mais non, mais si on met à la place de interdiction, on va mettre suspension 2 ans,
Parce que en plus, les fonctionnaires passent leur temps à faire de la stratégie politique. Ça, c'est extrêmement important. On a des notes sur la préparation du repas entre Fillon et Besson. Et c'est les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires du cabinet qui expliquent comment il faut qu'il explique à Besson qu'il a le dossier tout en n'ayant pas. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Le système bureaucratique doit être pris dans ses formes à la fois de... Alors on appelait ça du cadastre, des propriétés de solutions. C'est-à-dire qu'il y a une cartographie, mais toutes les batailles de frontières. Et donc c'est cette multiplicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un corps contre un autre, il y a le corps du bureau, il y a plein de façons d'avoir des conflits. Donc ça c'est la première chose, le système politique est compris de plein d'espaces de champs et de discussions possibles. On dit souvent les fonctionnaires durent plus longtemps, enfin sont stables quand les politiques changent. La réalité n'est pas vraie, c'est-à-dire qu'un haut fonctionnaire il dure 3 ans. Donc il ne dure pas plus, et il n'y a pas on a vu, si Total n'obtient pas les permis, c'est parce que les deux ingénieurs des mines, ils ne sont pas dans un espace de solidarité comme on l'imagine. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a surpris dans le système politique, bon, évidemment, ça montre aussi que le rapport Premier ministre-président rajoute une couche possible d'espace d'opportunité. Plus il y a de couches, plus les acteurs ont des possibilités de chemins multiples. Ça, et le système politique français en contient vraiment beaucoup. La troisième chose, alors, généralement, moi, quand j'ai travaillé sur d'autres politiques publiques, le Parlement est une annexe inintéressante. Parce qu'en France, et c'est une des caractéristiques du système français, mais beaucoup de systèmes européens aussi, un peu moins aux États-Unis, dans le système présidentiel, mais les députés servent à rien. Donc, un pouvoir. Et là, ils amendent à la marge, mais il faut encore qu'ils aient l'aval du gouvernement. C'est les projets de loi qui comptent. Et quand c'est une proposition, elle est téléguidée. Donc, pour moi, c'était un espace qui ne servait. Et là, pour la première fois, on a observé quelque chose qui se jouait au Parlement. Enfin, pour la première fois pour moi. Parce que je ne sais pas la première fois, mais il y en a peu, finalement, sans doute. Et donc, une fois encore, pourquoi cet espace parlementaire a servi? Parce qu'effectivement, il y a eu tout un tas de conditions qui ont été mêlées, qui étaient, la réforme de Sarkozy. Sarkozy fait une réforme institutionnelle pour dire le Parlement, on va lui donner un peu plus de pouvoir, on va permettre à l'opposition d'afficher à l'ordre du jour une proposition de loi une fois par mois. C'est en 2008. C'est quand les plus malins des députés comprennent que ça leur donne un choix, que tout d'un coup, parce que Sébastien a dit, c'est à juste titre, les socialistes déposent les premiers une proposition de loi d'interdiction. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que c'est le bordel, excusez-moi, au sein de la droite sur cette affaire-là, et que s'ils pouvaient les mettre devant leur opposition, ils seraient bien contents. Ceci étant dit, d'habitude, les propositions de loi ne sont jamais mises à l'ordre du jour. Sauf que la réforme Sarkozy ouvre une fenêtre qu'ils n'avaient pas compris institutionnellement, et on retrace comment c'est ça qui nous a intéressés, c'est de retracer comment ça s'est constitué pas à pas. Et tout d'un coup, la proposition de loi va être mise à l'ordre du jour de par cet artefact de règlement, ce qui montre bien que quand on change certaines règles du jeu au Parlement, il peut y avoir un rôle, ce qui est aussi intéressant, qui est quand même rare, et que du coup, il y a une course pour se dire non, on ne peut pas laisser les socialistes déposer le projet de loi. Donc, Jacob dit, je vais en profiter, je vais faire moi-même, il prend la même, il dépose le lendemain la même, il fait presque un copier-coller, le 30 mars, le 31 mars, il dépose la proposition de loi Jacob, et évidemment, quand il s'agit... Donc après, il y a 8 jours dans lesquels il y a une discussion, puisqu'évidemment, pour que la proposition de loi Jacob, il faut que le gouvernement la mette en procédure d'urgence, et c'est là où les procédures institutionnelles sont importantes, avant que la proposition de loi socialiste soit discutée. Donc il y a un jeu de course, et ces 8 jours sont les 8 jours qu'on a essayé d'analyser comme les systèmes de bascule, où tout d'un coup, tous les rouages du système institutionnel sont mis en place. Alors, donc ça c'est pour dire que... alors j'essaie l'idée de système politique dans cet ensemble-là, c'est-à-dire cette mécanique extrêmement complexe, avec aussi l'idée que, donc évidemment ce qui nous intéresse sont ces fameux espaces discrets, mais aussi que finalement le forum, l'espace public est en permanence réinvité dans l'espace discret. On a essayé de montrer que ces espaces-là, ce système politique n'était pas, comme à l'Aiston cette fois-ci, la boîte noire avec l'environnement. Non, en fait, l'environnement est l'outil de légitimation des ministres pour bousculer leur bureaucratie, etc., etc. Donc, du coup, il y a une anticipation permanente de « Ah oui, mais nous, il va falloir qu'on le vende sur le marché après, sur le marché médiatique. » Donc, tout ça s'imbrique complètement. Et c'est là où on sort de la linéarité au sens premier, c'est-à-dire qu'il y a des boucles permanentes.
C'est-à-dire qu'on anticipe, l'anticipation permet de ramener des espaces qui ne sont pas présents, parce que la solution, normalement, on affiche une fois qu'on est d'accord. Mais on se rend compte, donc on pourrait dire que l'espace médiatique, c'est juste la publicisation, médiatisation de quelque chose qui a été décidé. Mais en fait, on se rend compte qu'elle est invitée dans le système politique très tôt, parce qu'elle sert d'outil de légitimation, notamment d'un certain nombre d'acteurs. Donc voilà, alors après, ça vaudrait le coup, et c'est ce qu'on s'est dit, hein, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup de travaux sur le gaz de schiste, mais ça pourrait être sur d'autres sujets, mais malheureusement Enfin bon, c'est là où la question méthodologique est posée sur un certain nombre d'autres méthodes, puisque on a discuté, on connaît bien des gens qui travaillent avec les ACF, qui ont beaucoup analysé les questions du gaz de schiste, mais la plupart du temps, ça passe par une analyse de la presse et un questionnaire, un truc à 20 personnes. Donc la reconstitution du processus lui-même, on ne peut pas les comparer. Mais ça vaudrait le coup, on serait très intéressé de monter plus haut cette question du système politique, mais ça supposerait d'aller voir plusieurs systèmes politiques pour voir. Je suis passionné par cette question-là. Je rajouterais peut-être juste sur l'ambiguïté entre une définition d'une solution dans le forum public et une définition dans les arènes discrètes. Un exemple qu'on mobilise dans le livre, c'est justement pour cette solution de suspension à un moment donné. On analyse comment il y a une réunion à un moment donné avec les industriels pour leur faire comprendre que voilà, il va falloir suspendre vos permis pendant un certain nombre de mois. Et dans cette réunion, les industriels expliquent qu'en fait, la ministre leur dit voilà, on est dans une situation difficile, il y a les élections bientôt, il faut patienter quelques semaines, et dans quelques semaines, une fois les élections passées, on vous redonne les permis, et grosso modo, vous continuez un peu comme vous faisiez avant. Dans le forum public, c'est pas du tout cette définition-là qui est donnée, c'est celle de on va faire un rapport, les experts vont travailler, on va déterminer si c'est dangereux ou pas. Et voilà, on montre bien qu'il y a une ambiguïté en fonction des espaces de débat. C'est pas forcément les mêmes arguments qui sont mobilisés pour convaincre les différents publics. Et un autre point, Andy, tu demandes comment mieux enquêter. Moi, j'ai beaucoup appris avec Philippe sur la méthode des entretiens aussi. J'avais tendance à faire des entretiens en partie très informatifs, où je connaissais moins que mon enquêté. Et Philippe vient armé de ses notes pour faire reconstruire aux différents enquêtés précisément des réunions, des moments clés de décision, les mettre face à leur prise de position publique quand elles existent. Et effectivement, parce qu'au début on a travaillé donc chacun de notre côté, moi dans le cadre de ma thèse et Philippe de son côté, et on a interrogé des enquêtés qui étaient les mêmes. Et on n'a pas forcément le même contenu dans nos entretiens, et c'était très intéressant de les mettre comme ça, côte à côte. Et c'est vrai que voilà, une manière de mieux enquêter aussi sur ces espaces-là, je pense que ça passe par des entretiens aussi plus informés en amont, où finalement, quand on se présente face aux enquêtés, c'est vraiment pour pointer des points très précis et pas en apprendre très largement sur le sujet qui nous intéresse. Alors, merci beaucoup pour les discussions, pour le format très chouette aussi. Merci pour l'introduction à l'ouvrage. Effectivement, moi je n'ai pas lu. J'ai une question, alors, je pense qu'elle est banale et peut-être agaçante à force, mais ça fait rien, je me pose quand même. Je me pose la question des croyances justement d'existence ou pas d'intime conviction chez les acteurs que vous rencontrez. Alors intime conviction, ça ne veut pas dire que la conviction n'est pas socialement construite, alors c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas qu'elle serait préalable ou transcendante par rapport à un système d'action circonstancié dans lequel les acteurs évoluent. Donc, la question est banale parce que sans doute c'est un peu oui sociologue au pays de la science po. Je pense qu'on a toujours ce type de questions du point de vue de la sociologie, en tout cas, ou du point de vue de celle que j'aime bien, en tout cas, parce qu'on a le sentiment, en écoutant ces analyses tout à fait passionnantes, qu'il y a un écrasement en fait de l'idéologie des acteurs, ou de leurs convictions, de leurs opinions, de leurs croyances préalables. Et je n'arrive pas à être convaincue de ces analyses-là. En fait j'aimerais bien que vous puissiez expliquer quelle place vous donnez à cette conviction. Est-ce qu'on considère qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'on considère que les acteurs n'ont pas d'autres opinions que celles qui se fait dans la cuisine, des rapports de pouvoir, et pour lesquels ils développent un tas de stratégies, etc. Est-ce qu'on se considère qu'ils en ont, mais qu'au fond c'est inaccessible
clair qu'ils en ont, que c'est accessible méthodologiquement, mais qu'au fond, cette intime conviction est constamment écrasée par les circonstances dans lesquelles sont les acteurs, et c'est ça dont vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'elle est constamment, c'est un ingrédient des décisions qui est complètement affaibli. Mais dans ce cas-là, il faudrait juste que vous puissiez confirmer ça. Enfin, vous l'avez rencontré, mais pour vous, ça ne fait pas partie des ingrédients de la décision. En fait, le fait d'évacuer je ne sais pas si c'est ça qui est la théorie des croyances, comme je faisais allusion, je ne connais pas très bien, en tout cas dans ces labellisations, mais j'aimerais bien avoir votre point de vue. Et la deuxième question, est-ce que vous avez le sentiment de mieux comprendre que la plupart d'entre nous, en étant des analystes des politiques publiques, ce qui se joue actuellement dans la politique de gestion de la décision publique, la gestion de la crise sanitaire? Alors, je suppose qu'on vous pose aussi toujours cette question, est-ce que vous avez le sentiment d'être mieux armé, finalement, et donc de saisir un peu plus, saisir un peu mieux, avec vos spécialisations et vos enquêtes empiriques sur évidemment un tout autre champ et domaine, ce qui pourrait se jouer actuellement? Merci. Alors, sur la question de la croyance, alors évidemment, la première chose, c'est de quel type de croyance on parle. Ça, c'est une première question. C'est-à-dire que la croyance. Alors, ce qui est intéressant dans le cas du gaz de schiste, qui nous a beaucoup intéressés, c'est que c'est un objet relativement vierge sémantiquement pour les acteurs. C'est-à-dire qu'au moment où la question arrive, ils n'ont pas d'idée préalable, ni sur ce qu'est la fracturation hydraulique, ni sur ce qu'est le gaz de schiste. C'est pas comme le nucléaire où il y a. On peut imaginer que les acteurs ont eu 25 000 discussions sur le nucléaire, qui se sont forgés leur opinion sur le sujet, etc. On est donc, c'est quelque chose de très intéressant pour nous, c'est-à-dire effectivement un sujet pour lequel les acteurs se forgent un avis au fur et à mesure du processus, et au fur et à mesure qu'ils sont alertés. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça que je dis de quel type de croyance parlons-nous. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est pour ça que c'est un concept que j'utilise pas beaucoup, parce qu'effectivement, c'est la croyance intérieure, c'est la croyance en l'individu, c'est la croyance libéraliste, c'est la croyance en une idéologie, ou c'est la croyance en un certain nombre d'actions concrètes. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment que d'abord les acteurs vont changer plusieurs fois d'avis. J'ai mis exprès dans notre affaire Nicolas Sarkozy, qui en 2014 dit « Je ne peux pas accepter que les États-Unis soient devenus, du point de vue de l'énergie, indépendants grâce au gaz de schiste et que la France ne puisse profiter de cette nouvelle énergie alors que le chômage ravage tant le territoire et nos familles, c'est inacceptable. » 2014, il est candidat à la primaire. Il est en train de critiquer le président de l'époque, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui a décidé qu'il n'y aurait pas de gaz de schiste. Donc c'est intéressant. Qu'a-t-il vraiment cru à ce moment-là? C'est la question suivante. Est-ce que, alors si dans croyance on dit était-il favorable ou pas, est-ce qu'on rentre ça dans croyance ou opinion? Enfin, voilà, après il y a des frontières. On a plusieurs éléments qui nous laissent entendre qu'il était deux choses, c'est-à-dire qu'il n'était pas très chaud pour interdire, et qu'à un moment donné, quand il y a eu cette phrase, ils ont réinterrogé Nathalie Kosciusko-Morizet qui disait, mais vous savez, c'était pas si simple que ça, mais qu'à un moment donné, aussi, le sens qu'il a donné au terme gaz de schiste, c'est-à-dire que pour lui, le gaz de schiste, et un peu comme Hollande aussi, parce qu'il y avait à la fois le côté, je ne vais pas faire plus, mais il y a aussi, c'est un problème plus qu'une solution. C'est-à-dire que c'est un problème politique, le gaz de schiste. Si je fais du gaz de schiste, j'ai des gens qui manifestent partout. Donc le sens qui est donné au terme gaz de schiste, à ce moment-là par Sarkozy, il le comprend alors qu'un an ou 2 ans après, il va avoir une campagne présidentielle à conduire en 2012, il se dit, ça ne vaut pas le coup de m'emmerder avec un truc pareil, parce que le sens est un sens de problème politique. Donc les acteurs peuvent changer d'avis sur plein de choses. Et en politique publique, c'est quand même quelque chose dont je me méfie beaucoup. C'est-à-dire que, est-ce que les instruments ont un sens, a priori sur une croyance? Est-ce que c'est plus... Moi, quand j'ai travaillé, mon premier sujet, c'était la politique du logement. Et je partais avec comme handicap, entre guillemets, de sens, le fait que Bourdieu et Jobert, deux figures que j'admire beaucoup, avaient dit, mais vous savez, la réforme de la politique du logement, avec l'aide à la personne, c'est le cheval de Troie du néolibéralisme. Donc je me dis, c'est lourd, mais aussi en même temps, puis j'arrive et puis je me rends compte que François Mitterrand, il fait sa relance keynésienne en doublant l'APL. Après, je suis un peu embêté parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ce qui est important derrière ce que je veux dire là, c'est que dans l'espace de discussion des solutions, ce qui est discuté par les acteurs
vient troubler toute forme de croyance stable. Et nos acteurs sont plongés en permanence dans des espaces de discussion très lourds. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de faire ceci ou de faire cela? Qu'est-ce que ça veut dire d'interdire le gaz de schiste ou de continuer? C'est quelque chose pour lequel, quelle que soit leur opinion de départ, ils sont soumis à de nombreuses épreuves argumentaires avec des gens qui s'y connaissent bien de plein de façons et qui vont les mettre à dure épreuve pour avoir une position stable, une position qu'ils devront défendre eux-mêmes. Sachant qu'évidemment, il y a l'argument qu'on peut mettre en discret, mais il faut pouvoir aussi publiciser l'argument. Il faut qu'il y ait des arguments publics. Donc, un des acteurs, donc quand on fait référence, il y a une théorie qu'on appelle l'Advocacy Coalition Framework qui dit les acteurs se réunissent en fonction de leurs croyances et forment des coalitions. Très clairement, on a voulu montrer que nos acteurs, ils changent d'avis, alors qu'ils auraient, si on suppose que leurs croyances sont stables, ça ne fonctionne pas. Ils peuvent changer de coalition, ils sont pour un jour, contre l'autre jour, etc. Donc, c'est des concepts qui nous enferment dans la mesure où ils ne nous permettent pas de comprendre. Alors peut-être qu'on ne peut pas y accéder, tout simplement. Pour reprendre ton expression méthodologiquement, ce qui se passe à l'intérieur de leur tête, j'ai pas Ou tout simplement, en tout cas, c'est pas forcément ce qui guide leur action, si c'est le cas. Et dans ces cas-là, c'est pas ce qui nous intéresse, parce qu'évidemment, on n'est que dans des espaces en interaction extrêmement lourds. Et on revient à la question de système politique, c'est-à-dire que on sait que dans tout processus de solution, une solution, c'est pas quelqu'un qui à un moment dit je vais faire ça. En fait, elle passe par tout un tas de scènes qui va les remettre à l'épreuve. Et des épreuves argumentaires lourdes, avec des spécialistes. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ce qui m'amène à ta deuxième question. J'ai envie de dire que ce que l'on voit à grandeur réelle du gaz de schiste, c'est un peu ce qu'on a montré aussi. C'est-à-dire que dans un espace d'incertitude complet sur les connaissances, les acteurs, ils bricolent comme ils peuvent. Et je me souviens de l'expression de, je ne sais plus si c'est Castex ou c'est Édouard Philippe qui disait, vous savez, le matin, j'ai vu des spécialistes qui me disent qu'il va y avoir une deuxième vague, et l'après-midi, il y en a qui me disent qu'il ne va rien avoir. Donc, en fait, les acteurs politiques, ils ont des... Moi, je les admire d'une certaine façon. Je pense qu'il faut qu'on les admire quand on les observe. C'est-à-dire qu'on leur demande une tâche impossible. Ils ont tous les jours des experts qui leur disent une chose et son contraire. Des croyances stables, s'ils en avaient, elles ne cessent d'être déstabilisées par le fait que des gens leur disent « Ah non, mais si tu fais ça, ça va avoir ça, ça, ça comme conséquence. » Et du coup, ils se retrouvent, alors là on le voit à ciel ouvert, mais la plupart du temps c'est à ciel fermé. On l'a vu à gaz de schiste à ciel ouvert, on le voit avec le Covid, on le voit à ciel ouvert aussi. Mais la plupart du temps, en fait, c'est ce qu'ils vivent au quotidien, d'experts, de multiples qui se contredisent. C'est rare qu'il y ait une expertise uniforme, que ce soit tout simplement parce que quand je travaillais sur le logement, il y avait le ministère du Logement qui avait son expertise et il y avait Bercy qui en avait une autre, et que c'était la conflit tout le temps. C'était aussi je veux dire, c'est pas que sur des sujets comme le gaz de schiste, même sur des sujets classiques. Et chacun a ses pauvres. C'est pas un qui dit je défends les pauvres, l'autre pas. Chacun a sa façon de construire les arguments qui permettent que toutes les croyances s'y retrouvent dans des positions qui finalement sont très différentes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas pour nous, ce n'est pas un concept heuristique pour comprendre les processus. Tels que nous on les a saisis, c'est-à-dire au contraire ça risque d'enfermer à chercher ou à courir derrière quelque chose qui n'est pas attrapable. Par contre, ce que disent les acteurs à des moments donnés, y compris dans les scènes privées, ça nous intéresse. Oui, juste pour le reformuler différemment, on ne remet pas forcément en cause le fait que les gens puissent avoir une idéologie ou des croyances, mais simplement que ces croyances-là ne nous aident pas forcément à expliquer la prise de décision des acteurs, puisqu'ils sont, comme l'a dit Philippe, constamment confrontés à des injonctions paradoxales de différentes sources qui viennent les informer. Et on prend cette position vis-à-vis des croyances vraiment pour se positionner par rapport à l'Advocacy Coalition Framework, qui est un cadre d'analyse des politiques publiques très développé aux États-Unis et qui, comme l'a dit Philippe, postule que les acteurs favorisent des solutions qui sont en adéquation avec leurs croyances fondamentales. Ils ont des acteurs ont des croyances fondamentales puis des croyances un peu périphériques. Ils peuvent changer de croyances périphériques, mais ils ne changeront pas de croyances fondamentales. Or, ce qu'on montre bien, c'est que finalement, un président peut tout à fait changer d'avis, ou en tout cas publiquement se positionner à l'opposé de ce qui s'était positionné quelques mois ou quelques années auparavant. Donc, on ne mobilise pas ça comme une variable explicative. Et puis effectivement, sur la crise sanitaire, je rejoins tout à fait Philippe, on a l'impression
revivre notre étude de cas. Au début, c'était marrant, maintenant c'est un petit peu moins drôle, mais en continu depuis bientôt 2 ans. Et enfin, voilà, il y a plein d'exemples où on revoit des épisodes que nous on a analysés sur le gaz de schiste, sur le fait, ce que je disais tout à l'heure, l'ambiguïté du positionnement, ou des raisons discrètes différentes des raisons publiques. Typiquement, la position sur les masques au début, où Véran nous dit le port du masque n'est pas recommandé en population générale. On sait maintenant que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de masques, tout simplement. Il ne pouvait pas dire cet argument-là publiquement, donc il sort un autre argument en public, mais dans les arènes discrètes, on sait maintenant que c'était aussi pour réserver les masques pour les soignants. Donc voilà, c'est juste un exemple parmi d'autres. Sans vouloir monopoliser la parole, juste un tout petit retour d'une minute, c'est que, enfin, je crois qu'on est, moi par exemple, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que les convictions, elles sont changeantes, elles se construisent avec des avis qui émergent, etc. Mais parfois, les analyses de notre politique publique, on a le sentiment qu'on ne s'intéresse pas à la fabrique de l'opinion, aussi complexe soit-elle, et finalement, l'opinion est évacuée. C'est-à-dire que c'est un ingrédient qui n'existe plus, et ça donne le sentiment que les acteurs, du coup, ne sont gouvernés que par la stratégie du moment ou des choses assez cyniques. Et j'avoue que c'est quand même relativement troublant. On est déjà assez déprimé en plus, mais je trouve ça relativement troublant. Et peut-être ce qu'il faut dire, c'est que la fabrique de l'opinion pour ces acteurs est particulièrement complexe. Enfin, comme tu le dis, Philippe, ils ont effectivement des avis contradictoires qui arrivent toujours. Mais la conséquence pénible de ça, c'est que finalement, pour eux, les seuls points d'accroche en termes d'expertise, c'est ceux de la com. C'est ceux des effets politiques de leurs décisions. Si on n'arrive pas à se faire une opinion experte sur un sujet, finalement, on va prendre ce qui a le moins de conséquences politiques sur sa décision. Et c'est profondément triste. C'est ça qui... Alors si c'est ça le monde, c'est très bien. Enfin, c'est très mal. Non, mais... Si vous êtes tous... Si tout le monde... Non, c'est pas ça, c'est que... Alors, là tu parlais de l'opinion des individus et pas de l'opinion publique, hein. C'était juste pour être sûr. Tu parles de leur opinion personnelle. Ce qui est sûr, c'est que, à la différence, je sais pas moi, si on mène une enquête sur l'opinion des citoyens, à un moment donné, ils se forgent leur propre opinion, ils n'ont pas forcément besoin ni de la justifier, ni de la légitimer, ni de la porter. Ce qui caractérise vraiment le système politique, c'est qu'à un moment donné, proposer une solution, parce que c'est pas seulement une opinion, à un moment donné, c'est proposer une solution, est soumis à une multitude de lieux de confrontation. C'est de l'interaction permanente. C'est-à-dire que ça ne peut pas rester dans un... Et donc, n'importe qui, et c'est ce qu'on dit finalement quand on dit est une chose de faire un programme politique, il est une autre d'en être aux manettes. Effectivement, quand on est aux manettes, on est confronté à une multitude de faits que, avant même de sortir dans l'espace public sans proposition, il faut la confronter à une multitude d'experts qui vont vous expliquer. Et une des choses qu'on connaît bien sur les politiques publiques, c'est que les conséquences sont toujours inattendues et qu'il y a une distinction entre faire quelque chose et faire quelque chose parce que, voilà, je vais prendre l'exemple, lorsque Macron développe le pass sanitaire, en disant on va le mettre pour les restaurants, je pense qu'il n'anticipe pas non plus lui-même que ça va faire de la France le premier pays le plus vacciné. Et qu'il se met avant même qu'il programme son espace de parole, les gens prennent des rendez-vous. Donc, ce qui est plutôt le bon signe, si moi je peux me permettre ça, c'est que si gouverner, c'est vouloir gouverner des comportements, de ce point de vue-là, c'est-à-dire gouverner dans tous les sens du terme, que ce soit de les enfermer, les gens, leur obliger à porter des masques ou leur donner des logements, etc. Une des choses que je vois de façon positive, c'est que les gens ne se laissent jamais enfermer dans ce qu'on attend qu'ils fassent quand on les gouverne. Et c'est ça qui crée le fait que, quelles que soient les actions qu'on mène, ça ne marche jamais directement et qu'il y a toujours plein d'effets inattendus. C'est que les gens ne se laissent pas enfermer, vous faites un truc, ils font autre chose. Et c'est tant mieux, ça c'est le bon côté pour moi. C'est-à-dire que ce qu'on imagine être une opinion, c'est de dire il faut que les gens fassent comme ça. Les gens ils ne font pas forcément ce qu'on attend d'eux. Et cette tension permanente, et comme en plus ils ne le savent pas, eh bien il y a une discussion permanente autour de tous ceux qui pensent le savoir. Donc ce que on appelle des fois les futurologues, hein, c'est-à-dire tous ceux qui disent bah oui mais si vous avez fait ça, voilà quel va être le futur. Et cette incertitude qui est au cœur de l'action publique, parce qu'on ne parle effectivement pas de son action propre, on va faire ça, même des fois nous quand on fait des choses on ne sait pas ce qui va se passer derrière, mais évidemment quand on fait une loi, on ne connaît pas tous les effets que ça va produire, et donc c'est ça qui est intéressant. Donc moi je trouve que c'est cette tension entre gouverner et l'espace d'échappement des gouvernants
qui est toujours en tension et qui explique le fait que c'est une source d'incertitude permanente. Je ne prendrai pas de façon... les gens n'arrivent pas avec des... Heureusement qu'ils n'arrivent pas avec des opinions certaines et qu'ils appliquent leur truc, et puis que les gens, ils reçoivent les lois, ils se taisent et ils appliquent. Ça ne marche jamais comme ça. La complexité du pouvoir, c'est le rapport dominant... Enfin, je veux dire, il faut que les gens acceptent. Et les gens, ils sont toujours plus malins que les lois qu'on fait, d'ailleurs. Tant mieux. Peut-être. Je sais pas. Ça peut prendre dans les deux sens, ce que je dis. Donc, mais en tout cas, c'est juste pour me souligner. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il ne fallait pas que je finisse par ce qu'on montre. Il est parti. Ce que je finisse par dire, finalement, ce qu'on montre, c'est que c'est surtout complexe. Donc, je ne finirai pas comme ça. Mais effectivement, ce qu'on montre après, c'est que la dimension politique des problèmes domine, en tout cas sur notre étude de cas. On a vraiment des gouvernements qui agissent en fonction d'une définition politique du problème et pas du tout de son aspect environnemental ou même de son aspect économique finalement. C'est pas ces arguments-là qui vont porter, et c'est vraiment la dimension politique. C'est une partie de ce qu'on explique dans le verrouillage, quoi. C'est que, étant donné que maintenant gaz de schiste égale problème politique et mobilisation sociale, c'est pour ça que les différents gouvernements n'ont pas remis l'interdiction en cause, et au contraire l'ont durci avec la loi Hulot en 2017. Et c'est peut-être aussi pour ça que Sarkozy prend cette position-là en 2014, où on explique aussi que voilà, c'est une manière de s'identifier à un briseur de tabou. Tout le monde pense que le gaz de schiste est dangereux, moi je vais le remettre au bout du jour. Donc c'est aussi dans un positionnement là encore politique et électoral, électoraliste que se situe ce genre de prise de position. Oui. Merci à tous les deux. Pour prolonger un peu les inquiétudes, je partage d'Agnès. À la limite vous dites que les acteurs sont essentiellement dans des calculs politiques, et que d'une certaine manière ça a tendance à reléguer au second plan des croyances qui de toute façon sur ce sujet-là en plus ne sont pas stabilisées. Et à la limite, ça on pourrait l'admettre et l'accepter de point de vue d'acteurs politiques qui sont connus pour leur labilité psychologique et idéologique. On pourrait le croire, on pourrait l'accepter aussi pour les membres de cabinet. Et ce qui est une chose que tu as dite, Philippe, qui m'a frappé, c'est que les membres des directions, les fonctionnaires, les bureaucrates des directions centrales, des ministères, sont aussi latents. C'est-à-dire que plus ils sont désinvestis de la dimension technique de leur travail, puisque voilà, les ingénieurs des ponts font plus des ponts, et les ingénieurs des mines font plus des mines, ils sont eux-mêmes de plus en plus gagnés par des logiques une espèce de cabinetisation, je ne sais pas si on peut le dire, mais de la haute administration, qui les dégage justement de ces croyances, qui les arrache à ces croyances techniques qu'ils pouvaient avoir, et les jette aussi dans cette arène où sont essentiellement importantes des considérations techniques. Et ça fait un peu froid dans le dos aussi. Je pense qu'il faut vraiment poser ces questions. Ouais. Parce qu'en plus, je trouve, moi, qui travaille sur le local, je vois que c'est en train de devenir le cas aussi l'administration locale qui était un peu moins là-dedans et qui se trouve de plus en plus dans ces logiques d'anticipation, de neutralisation politique, de calcul politique, plutôt que de réflexion sur le fond. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, si on prend ce que tu évoques, effectivement, mais avec la lunette avec laquelle on regardait, on a regardé aussi de la même façon José Bové. Je vais être clair, ou les associations comme la Fondation Hulot, je ne sais plus à la mode, mais je veux dire, José Bové, au départ, on a essayé de montrer le processus d'enrôlement de José Bové. Comment il n'a pas du tout envie de se lancer dans ce combat-là au départ. Parce qu'il pense que c'est pas porteur, parce qu'il est aussi un lanceur d'alerte qui doit être sans doute saisi toutes les semaines de nouvelles causes qu'il faut aller défendre. Donc, et il va il va y aller un peu à reculons au départ. C'est un des acteurs, on est très surpris de découvrir ça, parce que ça va être le propriétaire numéro 1. De ce problème, mais en fait il y va à reculons au départ, parce que c'est un prudent, parce que c'est un stratège, parce qu'il a appris effectivement. Donc tous nos acteurs sont des stratèges, sauf peut-être, alors c'est pour ça, sauf peut-être nos membres du bureau du BEPH, qui sont tellement sûrs de leurs croyances et de leurs convictions, que de toute façon, qu'il n'y a pas de problème, qu'est-ce que vous nous embêtez, quoi. Donc si être juste dans l'absence, c'est pour ça que je me méfie de la façon dont je me sens un peu piégé par les termes que vous avez, la façon d'opposer la croyance et la stratégie. Je ne me reconnais pas dans cette façon d'enfermer les choses dans lesquelles il y aurait d'un côté ceux qui croient et de l'autre ceux qui seraient stratèges. Parce que d'un côté, on montre que la question du sens est une question centrale. Et ça, c'est quand même important. C'est-à-dire que les acteurs ils font une stratégie, y compris sémantique. C'est-à-dire
ils ne peuvent pas, si cette question-là était là, s'il n'y avait que de la stratégie, il y aurait du gaz de schiste, sincèrement. Une des choses, on ne l'a pas parlé, mais on a essayé d'analyser le processus de médiatisation qui nous a beaucoup intéressés, c'est-à-dire comment l'un des premiers espaces qui va se verrouiller, c'est l'espace médiatique. Et on a observé, c'est-à-dire on a montré, on a parlé tout à l'heure, tu l'as bien dit, on s'est intéressé y compris au phénomène interne aux journaux, ce qu'on ne fait souvent pas, montrer que le monde fonctionne comme une bureaucratie dans laquelle Hervé Kant n'a pas le droit de parler d'énergie parce que c'est le responsable du secteur énergie qui doit en parler et que lui-même il obtient ses informations parce qu'il est proche de Total. Donc vous voyez, le système est lui-même complexe. Mais à un moment donné, on a observé la boule de neige, où là on n'est plus sur des acteurs individuels mais collectifs. Et on a essayé d'observer 3 phases intéressantes qui a été le processus à travers lequel le gaz de schiste est devenu l'un des éléments de verrouillage. C'est le processus dans lequel on a observé, c'est-à-dire il y a une première phase où il y a des journalistes qui commencent à faire avec leur façon de travailler, où ils médiatisent le sujet sur le thème. Le gaz de schiste fait débat. Il y a les uns qui disent que c'est un problème, les autres qui disent que c'est une solution. Et à chaque fois, ils citent leurs auteurs pour dire, vous voyez, nous, journalistes, on est neutres, etc. Donc ça, c'est une première phase qu'on observe, plutôt au mois de janvier, dans lequel il y a une sorte de volonté de marquer des articles équilibrés, avec une stratégie, etc. Et puis assez vite, ce qu'on observe, c'est que l'écrit journalistique se structurant autour de l'idée qu'il faut d'abord commencer par une actualité, eh bien l'actualité, elle est portée par les opposants. Du coup, les journalistes parlent de plus en plus des opposants. Et donc on voit monter très fort dans une deuxième phase que les articles sont de plus en plus déséquilibrés. Et donc il y a de plus en plus des opposants. Et alors on observe aussi une troisième phase qui est assez surprenante dans presque tous les journaux, qui est ce qu'on appelle la phase d'objectivation. C'est-à-dire que les journalistes n'utilisent plus des individus qu'ils citent pour dire que le gaz de schiste est un problème, ils disent le problème du gaz de schiste. Et on voit que progressivement le forum public se verrouille complètement, au point qu'il devient de plus en plus coûteux de parler publiquement du gaz de schiste pour dire autre chose que c'est un problème. Je me souviens d'un entretien que j'avais fait avec l'avocat de Schubart. Schubart, c'est la société qui est allée puiser. Et l'avocat me disait, vous savez, quand Schubart est venu me voir pour me parler de gaz de schiste, j'en parlais avec mes collègues, je suis en train de faire ce dossier, personne ne savait de quoi je parlais, tout le monde s'en foutait. Quand on était en pleine, dans ces moments-là, dit quand j'en parlais avec mes collègues, j'avais l'impression d'être l'avocat de Papon. Tellement c'était lourd de sens. Et donc, cet espace-là médiatique, il s'est vraiment verrouillé autour du sens, le gaz de schiste est un problème. Ce qui ne s'est pas passé de la même façon dans d'autres espaces, et qui ne s'explique pas par le fait que la France est plus écologisée. Sur le nucléaire, il y a toujours cette notion d'équilibrage de l'espace médiatique, où il y a toujours des opposants et des défenseurs qui montent au créneau pour tenter de garder un espace controversé, fait que le sujet continue de ne pas être verrouillé. Il a été un peu verrouillé il y a quelques années, puis on voit qu'il se redéverrouille. Donc là, et pour nous, c'est un élément extrêmement important parce que ce verrouillage-là, il a été ensuite internalisé comme un élément, comme une série d'éléments qui, pour les acteurs, a rendu de plus en plus risqué le fait d'aller publiquement. Or, qui va publiquement, c'est évidemment les responsables politiques. Ce sont eux qui doivent aller par rapport à ça. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous dire, c'est-à-dire les acteurs luttent sur le sens quand même. Et ça, pour nous, c'est important, ce qui fait que c'est pas qu'une histoire de stratégie parce que, oui, bien sûr, ils veulent tous gagner les élections dans la politique, mais il y a tellement de façons de le gagner que quel est le sens avec lequel j'arrive à le gagner. Et donc, du coup, au final, c'est quand même des batailles de sens, des batailles d'arguments. Et moi, c'est ça qui m'intéresse tout particulièrement. Et la deuxième chose, voilà, c'est que je me sens un peu enfermé dans ce débat que vous avez lancé, excusez-moi, dans lequel il y aurait d'un côté ceux qui auraient des vraies opinions, et puis des vraies croyances, et des autres qui seraient des stratèges. Je n'ai pas tout à fait la même vision de ce monde social-là, de deux concepts comme les modes de lecture du comportement. C'est-à-dire que je pense que comment se forge sur des choses pour lesquelles les gens doivent agir. On ne parle pas sur des opinions, sur des croyances personnelles, etc. C'est-à-dire que les acteurs, on leur demande, ils viennent, ils prennent des positions de pouvoir politique pour pouvoir dire je vais résoudre les problèmes de la France. Donc il faut qu'ils agissent. Et évidemment, des croyances, la première des choses qu'ils apprennent, c'est on est dans un monde d'incertitude, il faut que je trouve quelles vont être la certitude sur laquelle je vais pouvoir me stabiliser. Donc cette incertitude fait qu'ils sont extrêmement sensibles à tous ces futurologues autour d'eux, qui eux ont des croyances plus
stable. Et je disais par exemple le BEPH, mais ceux qui ont les plus de croyances affirmées, c'est souvent ceux qui ont des visions de bureaucrates à l'ancienne, quoi. Excusez-moi le terme. Eux, pour eux, on peut aller forer, ça vaut le coup, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est cette façon. Enfin, je vais juste me décaler un peu par rapport à cette façon de poser le débat sur croyance ou stratégie, dans lequel, au contraire, on a essayé de mélanger les deux. C'est-à-dire que l'énoncé, c'est la manière dont les acteurs construisent à la fois et leur identité politique et le contenu de ce qu'ils font. Et que les deux sont intriqués et se construisent ensemble. Donc c'est ce qu'on a essayé de montrer, et la notion de propriétaire de solution, et pas seulement de problème, vient avec ça. C'est-à-dire que quand Hollande, c'est pas simplement qu'il ne va pas y aller parce que Sarkozy, c'est juste un truc stratégique, c'est qu'il comprend bien que s'il fait ça, son identité politique se construit à travers ce qu'il dit. Et que s'il dit, finalement, il faut y aller sur le gaz de schiste, il prend le risque d'écorner l'identité politique qu'il ne veut pas écorner sur l'environnement. Donc on peut le poser aussi comme ça. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que moi je crois plutôt au concept d'identité et comment les acteurs, dans le champ des politiques publiques, se construisent leur identité au fur et à mesure d'une proposition. Et alors, cette analogie, elle est toujours intéressante, c'est-à-dire, moi qui ai travaillé pendant la fois d'avant sur le tramway, quand le maire de Paris dit le tramway est moderne, il dit je suis moderne. Donc l'homologie entre ce qu'ils vont faire et ce qu'ils sont se construit toujours ensemble dans les politiques publiques. Un maire moderne fait des politiques modernes, et une politique moderne veut dire que le maire est moderne. Alors, comme il ne peut pas dire je suis moderne, il dit je fais un tramway moderne. Mais il faut qu'il trouve un tramway qui soit moderne, etc. Je fais un tramway écologiste, ça veut dire Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est cette question, moi je préfère cette question-là par le concept d'identité. Juste pour compléter sur le BEPH, peut-être que c'est un bureau particulier de l'administration, mais on a bien montré que justement c'était des fonctionnaires qui n'étaient pas du tout dans une logique d'ascension, des gens qui étaient là depuis 25 ans pour certains, des gens proches de la retraite. Et au début, on les envoie un peu au front médiatique et ils y vont un peu sans filtre et finalement c'est contre-productif. Et moi j'ai observé la même chose après sur le terrain de la réouverture des mines. Et ben c'est à peu près la même chose. On envoie les ingénieurs miniers, etc., et qui y vont au premier degré. Et donc, forcément, ils n'ont pas cette anticipation des critiques et ils tentent le bâton pour se faire battre parce qu'ils y vont avec des arguments très techniques, très justement basés sur leur croyance profonde qu'il faut explorer, que c'est de la production de connaissances, etc. Arguments qui ne percolent pas du tout dans le forum médiatique. Et pour illustrer cette importance du sens, on avait un peu collecté ces différents propos justement après le vote de la loi, où on a justement les grands industriels français qui montrent bien qu'ils ont perdu la bataille du sens, parce qu'on ne peut plus parler de fracturation hydraulique. Alors ils essaient de trouver des termes par lesquels parler de fracturation hydraulique sans parler de fracturation hydraulique, notamment en parlant de massage de roche, parce que c'est moins violent, etc. On trouvait ça très drôle, cette manière d'essayer de retravailler le sens, mais bon, quasiment jusqu'à l'absurde, parce que parler ça n'a pas marché. De massage de roche, il y a quand même... C'est quand même les deux, Mestralé, GDF et Total. C'est intéressant. On appelle écouter les vaincus. D'habitude, les vaincus, c'est pas eux, donc c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. De votre présentation et de ces discussions. Merci beaucoup de l'invitation.